même si l'Assemblée n'a pas retrouvé encore complètement un rythme normal, les crises en dehors de la France, bien évidemment, se multiplient. Et donc, je me félicite de me retrouver devant vous ce matin pour montrer que la Commission des affaires étrangères continue de travailler, notamment sur tous les grands sujets qui nous concernent. Et un des sujets majeurs, bien évidemment, c'est celui de la gouvernance du monde, d'une gouvernance issue de la Deuxième Guerre mondiale, avec une vision multilatérale de tentative de gouvernance mondiale sur tous les grands sujets, la culture, avec l'élection du candidat égyptien à l'UNESCO, par exemple, cette semaine, sur le commerce international, sur les questions de défense et tous les grands sujets du monde. Eh bien, cette façon de gérer le monde, cette gouvernance du monde aujourd'hui est remise à mal. Et c'est la question que nous allons débattre ce matin. Un instrument voilà. Je pense que nous allons débattre de cela. C'était ça l'idée, effectivement. Et que peut-être, je rappelle également que nous avons été avec le président de la République à l'Assemblée générale de l'ONU pour annoncer la reconnaissance de l'État de Palestine par la France. Je pense que cette démarche, si vous me permettez un premier commentaire, a eu des vertus immédiates, puisque je pense que ça a mis une pression forte sur le président Trump pour faire des avancées qu'il a proposées quelques jours après cette reconnaissance, d'abord de la déclaration de New York de 142 nations, et puis de la reconnaissance de l'État de Palestine, et donc les conditions d'un cessez-le-feu et d'une paix possible commencent à émerger, avec tout le recul qu'il faut avoir sur les difficultés à mettre en œuvre un tel dispositif. La récente semaine au niveau de l'Assemblée générale des Nations Unies donc s'est déroulée. Nous avons des fractures béantes en Ukraine, également très proches de nous, et donc pour réfléchir à la façon dont le monde est en train d'évoluer et comment on peut proposer un certain nombre de visions pour continuer à pouvoir gouverner le monde tous ensemble et les uns avec les autres et non pas les uns contre les autres. J'ai le plaisir d'accueillir Madame Nathalie Estival-Broadhurst. Merci beaucoup. Vous êtes directrice des Nations Unies, des organisations internationales, des droits de l'homme et de la francophonie au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Merci de participer à cette audition ce matin. Monsieur Guillaume Devin, vous êtes politologue et professeur émérite des universités à Sciences Po, spécialiste de la sociologie des relations internationales, associé au Centre de recherche internationale. Merci de votre présence. Et monsieur Marc Eckert, vous êtes directeur exécutif de l'Institut français des relations internationales, IFRI en plus rapide, bien évidemment, rédacteur en chef de la revue Politique étrangère. Donc, je vais vous laisser la parole l'un après l'autre pour un propos introductif, 8-10 minutes, le temps que vous paraîtra nécessaire pour développer une première pensée. Et ensuite, nos collègues vous interrogeront, d'abord par groupe politique, un porte-parole par groupe politique, sur 2 minutes 30, où vous répondrez directement aux questions, où je reviendrai sur cette question du format, avec une petite chance peut-être, spécialement pour Jean-Paul Lecoq. Non, mais c'est un format théorique. Quand on est tous là, il faut respecter les jeux. Peut-être qu'aujourd'hui, on ne serait pas aussi sévère sur le minutage, en tout cas pour entendre votre raisonnement, Monsieur Lecoq. Et puis ensuite, chacun pourra s'exprimer de façon plus libre dans une conversation. Donc, trois grandes phases dans cette séquence. Et donc, je vais commencer par vous laisser la parole, Madame Estival-Broadhurst, et puis également rappeler que vous avez venez de prendre vos fonctions après avoir été depuis septembre 2024 directrice des Amériques et des Caraïbes. Auparavant, vous avez notamment occupé les fonctions d'adjointe représentant permanent de la France à New York. Vous connaissez donc parfaitement le fonctionnement intérieur du système multilatéral, mais vous êtes également une observatrice avisée de ces changements, notamment depuis l'élection du président Trump. Vos réflexions donc sont, et on va le constater, extrêmement précieuses pour comprendre les phénomènes en marche et certainement un certain nombre de propositions pour essayer de construire une vision
plus multilatérale et plus dans l'intérêt des citoyens du monde entier. Je vous laisse la parole. Je vous remercie, Monsieur le Président, Messieurs les députés, chers collègues. C'est un plaisir et un grand honneur d'être devant vous ce matin sur un sujet qui me tient profondément à cœur, sur lesquels j'ai eu à exercer des fonctions diverses et sur lesquels il va être difficile peut-être de tenir un propos très général, mais je vais m'y essayer, bien entendu, avec l'idée que vos questions me permettront aussi de plonger dans des exemples plus particuliers. Je voudrais commencer par le début d'une tribune, et vous la reconnaîtrez peut-être, mais qui me semblait extrêmement révélatrice du sujet qui nous occupe ce matin. Le système multilatéral tel qu'il a été conçu au lendemain de la Seconde Guerre mondiale traverse ce qui est peut-être la crise la plus grave de son existence. Malheureusement, l'idée d'un système international fondé sur des règles, l'idée qu'un système international fondé sur des règles est le meilleur garant de notre sécurité et de notre prospérité n'est plus évidente pour tous. Cette tribune, qui pourrait avoir été écrite ce matin, date de février 2019. Elle a été écrite par Jean-Yves Le Drian et Comas, son homologue allemand, à la veille de la conférence de Munich sur la sécurité et pour annoncer le lancement de l'Alliance pour le multilatéralisme, qui était la grande initiative de la France lancée en réponse à la première administration Trump. Vous le savez, la récurrence des interrogations qu'on peut avoir sur le multilatéralisme connaît une acuité nouvelle aujourd'hui, mais il ne faut pas oublier qu'effectivement, au lendemain de l'élection de la première administration, nous avions déjà été plongés dans une forme de sidération qui avait des éléments assez communs. Crise de confiance à la fois dans le règlement, l'efficacité du règlement des crises internationales, mais aussi des enjeux de développement, de solidarité internationale, de protection des droits de l'homme, protection face aux crises humanitaires, interrogation sur l'efficacité, sur l'opportunité de continuer à déléguer ou à faire confiance à des organisations internationales, des enceintes autres que nationales. On avait tous, après la Seconde Guerre mondiale, essayer d'apprendre des échecs de la Société des Nations dans la création de l'Organisation des Nations Unies, mais l'idée que par la coopération, par la concertation, par la négociation, par l'adoption de règles communes, leur reconnaissance, mais aussi le respect de ces règles communes, on puisse progresser dans la gestion des crises internationales, cette confiance-là est profondément ébranlée. Et finalement, ce à quoi nous oblige la seconde administration du président Trump, c'est de nouveau une réflexion sur à la fois notre attachement à ce système, mais aussi notre capacité à le défendre, à démontrer l'intérêt de poursuivre dans cette voie et notre détermination à le réinventer, le réformer pour le faire survivre face aux critiques dont il fait l'objet. Tout ça pour ne pas retomber dans ce que, dans la tribune, Jean-Yves Le Drian et Comas rappelaient dans Le Monde d'hier, en référence à Stefan Zweig, évidemment. Donc ce n'est pas le moindre des paradoxes de cette administration Trump, qui est qu'en exposant certains instincts profonds de la puissance américaine, et qui ne sont pas d'ailleurs nouveaux ni propres aux républicains, il nous contraint à la fois à ouvrir les yeux, à réagir et à nous positionner et à prendre la défense d'organisations, de structures que nous-mêmes, nous avons tendance à critiquer parfois un peu facilement parce qu'elles sont loin d'être parfaites. Et je rappelle que les instances multilatérales, elles sont d'abord ce qu'en font chacun des États qui la composent. Nous l'avons tous vu lors de la discours à la tribune du président Trump lors de la 80e Assemblée générale des Nations Unies, la semaine de haut niveau à laquelle vous faisiez référence, Monsieur le Président, en critiquant ouvertement à la fois tout ce que les Nations Unies et la collectivité internationale avaient fait en matière, et faisait et s'efforçait de faire en matière de lutte contre le changement climatique, en matière de gestion des migrations internationales. Le président Trump a souligné plus que jamais son absence totale de confiance dans l'idée même d'un collectif, d'intérêt collectif, d'une sécurité collective. Et cette approche qu'on pourrait qualifier de transactionnelle, d'instrumentalisation à ses fins, est extrêmement dangereuse. Parce que si une puissance telle que les États-Unis
nous rappelle ou cherche à utiliser les Nations Unies ou toute enceinte internationale à travers le simple prisme de servir leurs intérêts nationaux, on se trouve évidemment face à la fin du multilatéralisme. On peut, dans la question qui est posée ce matin, s'interroger sur la valeur ajoutée du système multilatéral en termes d'intérêts nationaux. Mais on doit quand même se rappeler qu'avant la valeur ajoutée, il y a les valeurs, les principes. Et le multilatéralisme, ce n'est pas seulement une manière qui serait plus efficace de régler les affaires du monde, ça l'est aussi, c'est ce que l'on souhaite, par la coopération des États. Mais c'est quand même avant tout une idée de l'ordre mondial, une certaine idée de l'humanité, fondée d'ailleurs sur l'héritage des Lumières. C'est le choix de la rationalité sur la violence, du respect de la règle de droit, de la recherche du progrès commun. Ce n'est donc pas qu'une simple méthode de travail, ce n'est pas simplement des organisations à qui on délèguerait pour s'en débarrasser un peu vite un certain nombre de questions qui seraient mieux réglées au niveau international, même si c'est aussi cela. Et c'est cette dichotomie, ces deux aspects sur lesquels on est en permanence en train de jouer. Les valeurs propres à ces organisations, à ce que nous croyons, les principes de la Charte des Nations Unies, du droit international public, et la valeur ajoutée que nous voyons sur les grands enjeux de ce monde, notamment les grands enjeux globaux que sont le changement climatique, les migrations internationales, etc., que nous voyons un bien commun à préserver. Et nous ne sommes pas seuls dans ce cas. Si certains se désengagent en voulant instrumentaliser les organisations internationales à leurs propres fins, nous y voyons, nous Européens, parce que je pense que nous sommes sur ce terrain extrêmement unis, nous voyons dans cette tendance-là une régression. Et cette vision, loin de faire de nous des cas isolés, nous réunit et nous est un point commun fondamental entre la France et un très grand nombre de pays du Sud. Et c'est la raison pour laquelle, et j'y reviendrai, nous considérons dans notre investissement dans les enceintes internationales que nous continuons au quotidien à tisser des relations nord-sud, transrégionales, qui sont absolument uniques dans ce contexte. Alors, pour revenir à la crise, malgré tout unique, que vivent les Nations Unies, en particulier les instances multilatérales en ce moment, je rappellerai très rapidement qu'elle est triple. C'est une crise de légitimité, encore une fois, crise de confiance dans le fait, pour les pays du Sud, que ces enceintes reconnaissent et représentent vraiment leurs intérêts, accusation de double standard, de clubs, de diplomatie de clubs à travers le G7, même le G20 ou d'autres structures ad hoc. Donc clivage nord-sud, je le disais, constitution de groupes alternatifs, et je pense aux BRICS en particulier. Et donc, bien sûr, tous les équilibres qui semblaient à peu près avoir émergé après la guerre froide, qu'on a labellisé un peu vite, de monde unipolaire, ou de G2, quand on pensait que voilà, États-Unis et Chine étaient les deux seuls véritables décideurs de ce monde, etc. Tout cela a un peu volé en éclats pour donner surtout l'impression d'un chaos assez généralisé. Le Conseil de sécurité, évidemment, des Nations Unies concentre un certain nombre, et même un grand nombre des critiques qui sont portées aux Nations Unies, avec une absence de représentativité d'un monde qui a évolué depuis 1945. Le multilatéralisme, il est aussi accusé de manque d'efficacité. Donc c'est aussi une crise d'efficacité, d'efficience, avec l'impression effectivement que toutes ces instances sont peu ou prou paralysées, que le retour au bilatéralisme et au levier que représente la capacité à négocier de façon bilatérale. On le voit illustré évidemment avec l'imposition de tarifs douaniers, de droits de douane, pardon, pour ne pas utiliser un anglicisme, par l'administration Trump, serait la panacée finalement de ce qu'un pouvoir bilatéral fort pourrait obtenir du système de négociation bilatérale. Et puis, troisième crise, c'est la crise financière. C'est une crise financière qui, là, pour le coup, est quasiment sans précédent, puisque le premier contributeur des Nations Unies, en l'occurrence les États-Unis, qui représentait à peu près 28% du budget des Nations Unies, annonce un retrait quasi massif, ou plutôt une décision également de tout placer les contributions dans un fonds qui n'irait financer qu'en fonction des intérêts des États-Unis et en fonction de leurs décisions, donc sans aucune prévisibilité. Pour le système, notamment à Genève, humanitaire, ce sont parfois des budgets coupés, amputés de 40%.
On a le HCR, le CICR, le Bureau de coordination de l'aide humanitaire ou l'OIM qui ont eu des budgets amputés de 30%, des effectifs amputés de plus de 30% très souvent. L'OIM a cette année supprimé 7000 postes. Donc, crise financière sans précédent. Bien entendu, dans ce contexte, et vous l'évoquiez également, Monsieur le Président, les Nations Unies, une fois de plus, tentent de se réformer dans un contexte plus pressant et avec une acuité plus particulière. C'est le grand projet ONU 80. Quand on regarde un petit peu les différents aspects, modalités de cette réforme, on se rend compte que la réforme qui s'appelait One UN il y a 15 ans était peu ou prou également axée sur les mêmes objectifs, et on se rend compte évidemment que ces réformes régulières et cette volonté de réformer se heurtent très souvent dans la réalité à un certain nombre d'obstacles. Il n'en demeure pas moins que la France, comme d'autres partenaires, essayons à la fois de soutenir cette réforme qui est à la fois une réforme budgétaire sous contrainte avec une baisse du budget d'environ 15%, des effectifs d'environ 20% dans l'ensemble du système, mais aussi une réflexion sur des mandats qui se recoupent largement avec beaucoup de doublons, et dans un troisième pilier, une revue stratégique pour essayer de proposer des réformes structurelles. Alors, face à cette crise multiforme que je viens d'exposer un peu trop longuement, je suis consciente qu'il faut que j'aille un peu plus vite peut-être pour laisser la conclure, place. Oui, c'est ça, voilà, partie, la France continue à faire ce pari. Et ce n'est pas un pari, c'est un investissement dans le multilatéralisme, dans la double dimension que j'évoquais, qui est à la fois de reconnaître la valeur propre, les intérêts, les principes fondamentaux qui nous unissent aux autres membres des Nations Unies et à la volonté de poursuivre dans cette direction, mais aussi à sa valeur ajoutée. Nous y avons des intérêts offensifs, mais aussi défensifs, car si nous ne le faisons pas, sachez que à la tribune de la semaine de haut niveau, les plus grands défenseurs, se présentant comme tels en tous les cas des Nations Unies, étaient dans leur discours, tout au moins, la Chine et le Brésil. Et donc, je ne laisserai pas aux BRICS le champ libre pour continuer à marquer leur influence dans les langages des Nations Unies, dans les structures, dans les personnels et dans les budgets, puisque la Chine est aujourd'hui le deuxième contributeur et représente pas loin de 25% du budget des Nations Unies, et qu'elle pourra, à juste titre, réclamer aussi sa juste part en termes de représentation, d'impact et de puissance. Je pense qu'il faut que nous réagissions et que nous soyons là en défense, encore une fois, pas seulement pour servir une méthode qui serait plus efficace sur le terrain, mais vraiment pour continuer à nourrir et habiter une maison que nous avons bâtie au lendemain de la Seconde Guerre mondiale sur des valeurs fondamentales et universelles. Je vous remercie. Merci beaucoup pour cette première intervention. On voit bien qu'il y a deux plans, même s'ils sont bien sûr liés l'un avec l'autre. Il y a le plan d'une partie des pays du monde, les États-Unis en premier, vous l'avez cité, qui veulent sortir de ce type de gouvernance. Dès le premier mandat, on l'a vu, le président Trump, de façon unilatérale, est sorti de l'accord de Vienne, il est sorti de l'accord de Paris, il est sorti de l'OMS pendant le Covid, voilà, et bien d'autres. Hein. On a parlé du conflit et de l'invasion et l'annexion d'une partie de l'Ukraine par la Russie, même le Brexit, qui est un élément très illustratif de cette volonté de revenir à une vision plus souveraine et plus d'intérêt personnel. Et puis après, il y a l'efficacité de ce dispositif. Vous avez parlé notamment à l'instant du Conseil de sécurité. Sachez qu'en juin 2024, cette commission a adopté un rapport d'information signé par Jean-Paul Lecoq et par Laurence Wisniewski, qui formulait justement des propositions au sujet de l'ONU et d'une évolution, en tout cas, des pratiques pour rendre ces différentes organisations plus efficaces. Il y a également cette capacité à mieux les faire marcher pour avoir plus d'efficacité dans les décisions qui sont prises. Et on a des résolutions du Conseil de sécurité de façon assez régulière et on voit bien la difficulté de les faire appliquer, notamment pour ne prendre qu'un seul exemple. Alors, je vais donner la parole à présent, peut-être pour rebondir sur cette réflexion et pour aller plus loin, à M. Guillaume Devin. Vous êtes politologue et professeur émérite des universités à Sciences Po, spécialiste de la sociologie des relations internationales, associé au Centre de recherche internationale. Il y a un numéro thématique de la revue Études internationales intitulé « Repenser l'internationalisme » ou l'international entre parenthèses isme, variation sur les travaux de Guillaume Devin.
vous a rendu hommage en 2022, ce qui est bien sûr un élément important que je voulais souligner ce matin. C'est un expert reconnu de la question et vos réflexions susciteront assurément un grand intérêt. Je vous laisse la parole. Je vous remercie, monsieur le Président. Mesdames, Messieurs, je pense que nous allons tous revenir sur les mêmes points. Je vais simplement les présenter d'une manière un peu différente parce que je rejoins tout à fait ce que vous avez dit, Madame. Mais à une question aussi générale que celle que vous vous posez, le multilatéralisme en danger, 2 points, quelle gouvernance mondiale dans l'ordre international, d'ailleurs on pourrait dire dans le désordre international plutôt, on ne peut apporter qu'une réponse également relativement générale. Alors d'abord, une petite remarque de rappel, le multilatéralisme, qu'est-ce que c'est? Bon, c'est à la fois un projet et une méthode. Hein. Alors le projet, c'est un projet politique qui consiste à travers des organisations internationales dédiées à trouver des solutions communes dans des situations où les intérêts sont à la fois complémentaires et conflictuels. Ça, c'est le projet. Et la méthode, c'est en gros la négociation itérative, c'est-à-dire des rencontres sans cesse répétées, des négociations sans cesse recommencées, etc. Alors, qu'est-ce qui est en danger? Ce qui est en danger, c'est le projet, c'est la méthode et ce sont les résultats. Le projet est en danger dans la mesure où, compte tenu de la très forte hétérogénéité du système international, je pourrais revenir sur ce thème, mais que tout le monde en gros connaît, au moins dans sa forme aronienne classique, des régimes politiques qui partagent des valeurs très différentes, mais également hétérogénéité au niveau des capacités, c'est-à-dire une très très forte inégalité dans le monde. Bref, en raison de l'hétérogénéité du système international, le projet est à la peine. Le projet est même carrément paralysé dans un certain nombre d'organes d'institutions internationales, comme par exemple le Conseil de sécurité. On y reviendra peut-être. Donc, le projet est en danger. La méthode est également en danger parce que, pour une autre raison, une autre caractéristique du système international, c'est-à-dire son polycentrisme. Le fait que sur la scène internationale aujourd'hui, eh bien, ce ne sont plus simplement les États qui dictent l'agenda, mais ce sont également les sociétés. Quand je dis les sociétés, je pense à tout un tas, toute une galaxie d'acteurs non étatiques qui jouent leur rôle, même si informel, même si plus ou moins clandestin. Cette méthode de la négociation itérative, elle est percutée et largement parasitée par le fait que les acteurs sont de plus en plus nombreux, le nombre d'États et le nombre d'acteurs non étatiques, et que cela rend les négociations extrêmement difficiles. Alors, le projet et les méthodes en difficulté, cela entraîne des résultats qui sont également particulièrement laborieux. Il y a trop à faire, compte tenu des défis dont nous avons parlé, avec trop peu. Le secrétaire général des Nations Unies rappelait que l'organisation a été chargée d'environ 3600 mandats. 3600 mandats, c'est-à-dire 3600 missions à réaliser, avec un budget qui est sans cesse en diminution. Et en gros, la totalité des entités onusiennes, ça représente à peu près entre 55 et 60 milliards de dollars, c'est-à-dire moins de 3% des dépenses d'armement dans le monde. Hein. Il faut tout de même remettre aussi les choses dans leur contexte. Alors, à partir de ce danger, finalement, on ne parvient pas au résultat. Il y aurait des choses d'ailleurs intéressantes à dire au niveau de la normativité de ce qui est produit. Les traités, les conventions, aujourd'hui, sont atteintes d'une certaine forme de normativité variable. Hein. Le droit dur, comme on l'appelle chez les juristes, n'est plus vraiment la caractéristique des textes internationaux qui sont adoptés. Alors, par rapport à cette situation,
quelle gouvernance, c'est votre question. La question peut s'entendre de deux façons. Quelle gouvernance mondiale, c'est-à-dire dans quel sens évolue-t-elle aujourd'hui? Dans quel sens elle évolue? Elle évolue dans le sens de la balkanisation et dans le sens de la désaffection. Alors, la balkanisation, on en a un peu parlé, c'est finalement la multiplication d'enceintes multilatérales, peu coordonnées entre elles, et puis la volonté d'un certain nombre d'acteurs d'aller chercher les organisations internationales qui leur conviennent, ou bien les clubs, hein, c'est cette approche clubiste qui leur convienne également. Et la désaffection, c'est le fait qu'un certain nombre d'États commencent à pratiquer le forum shopping, c'est-à-dire je m'intéresse aux enceintes qui me conviennent le plus, et on voit ça très bien du côté des juridictions internationales, hein, CPI, CIJ, où là, quand ça devient trop contraignant, on s'en va. Hein. On s'en va, ou bien on ne reconnaît pas les décisions qui sont adoptées. Alors, par rapport à cette situation, il y a une autre question qui se pose, c'est quelle est la gouvernance que nous voulons, hein? Quelle est la gouvernance que nous voulons? Alors là, on rentre dans des perspectives qui sont un peu plus subjectives. Pour ma part, il me semble que la centralité onusienne reste un objectif à préserver. Et qu'à partir de cette centralité onusienne, la gouvernance, elle doit être orientée de triple manière. D'une part, ça doit être une gouvernance systémique, d'autre part, ça doit être une gouvernance intégrative, et troisièmement, ça doit être une gouvernance légitime. Voilà. Alors, un mot sur chacun de ces points, et après on pourra revenir dans le détail. La gouvernance systémique, c'est qu'aujourd'hui, il s'agit de penser de manière intersectorielle, relationnelle, transversale. On ne peut plus penser problème par problème, silo par silo. Il faut, dans la mesure du possible et dans l'orientation à donner à nos politiques étrangères, lier les problèmes, un peu, pour donner un exemple, comme le projet One Health, où on essaye de combiner la santé humaine, la santé animale et la santé environnementale. Ou bien, un autre exemple, le concept de sécurité humaine, où il n'est plus question de séparer la sécurité politico-militaire, mais essayer d'élargir la sécurité sociale, alimentaire, sanitaire, bref, la sécurité globale. Il faut que la gouvernance soit orientée de cette façon-là, et donc cela implique de favoriser les coalitions d'organisations internationales plutôt que de les isoler. Cela suppose également de choisir clairement l'orientation d'une paix positive, c'est-à-dire une paix qui n'est pas simplement la non-guerre, mais une paix, comme je l'ai dit, qui va vers la réalisation de ce que David Mitrani, il y a bien longtemps, appelait la sécurité sociale mondiale. Deuxièmement, et pour cette gouvernance systémique, il faut aussi réfléchir à des modes de gouvernement, et on pourra y revenir si vous le souhaitez. Deuxièmement, une gouvernance intégrative, c'est une gouvernance qui consiste à contenir le multilatéralisme à la carte, qui consiste à contenir le développement des enceintes multilatérales, en veux-tu, en voilà. À chaque fois qu'il y a un problème, on crée une nouvelle organisation, on crée une nouvelle enceinte, on multiplie les institutions, mais au contraire, essayer de réinvestir les enceintes les plus inclusives en travaillant à les réformer et à leur donner plus d'autorité. Je vais dire quelque chose qui paraît peut-être incongru, mais il me semble que les diplomaties seraient bienvenues de réinvestir le Conseil économique et social des Nations Unies plutôt que de multiplier tout un tas d'enceintes à droite et à gauche, alors qu'à l'origine, c'est quand même l'organe qui est censé coordonner les problèmes économiques et sociaux. Et comme le disait d'ailleurs un
grand représentant de notre politique étrangère, l'ambassadeur De Jamais, qui a été quand même un très grand ambassadeur aux Nations Unies, il disait: si finalement les chefs d'État et de gouvernement venaient au Conseil économique et social et s'y installaient et prenaient les questions économiques et sociales au sérieux dans cette enceinte, eh bien très probablement les choses changeraient. Oui, je pense également, avec M. De Jamais, que c'est une initiative qui pourrait être prise. En tout cas, ce qu'il convient de faire dans la gouvernance intégrative, c'est lier les programmes, là encore, autour de quelques grandes feuilles de route, et c'est d'ailleurs ce qu'a proposé le secrétaire général Guterres dans son programme commun, enfin notre programme commun de 2021, puisqu'il proposait de lier les domaines d'action autour d'un certain nombre de politiques. On connaît d'ailleurs la méthode qui est celle qui a présidé à la création des objectifs de développement durable, et on pourra y revenir si vous le voulez. Enfin, la gouvernance doit être légitime, donc elle doit être systémique, penser la gouvernance comme un système. Deuxièmement, elle doit pousser à l'intégration dans les enceintes, un nombre d'enceintes multilatérales limité autour de quelques programmes bien définis. Et enfin, elle doit être légitime. Alors la légitimité, c'est la grande affaire, hein. La légitimité, en fait, renvoie ce que moi j'appelle le triangle de la fonctionnalité des organisations internationales, c'est-à-dire légitimité, représentativité, efficacité. Il n'y a pas d'efficacité sans légitimité, il n'y a pas de légitimité sans représentativité. Les trois pôles du triangle sont en interaction. Alors, sur la représentativité, la grosse question, c'est le Conseil de sécurité. La question paraît inextricable. Monsieur Lecoq, dans son rapport d'information, l'a montré en essayant d'explorer toutes les pistes. Et toutes les pistes sont en fait extrêmement difficiles et restreintes. Donc on pourra y revenir si ça vous intéresse. La question de l'efficacité, c'est la question qui a été évoquée précédemment, c'est la question du financement. La question du financement, c'est des contributions qui soient pérennes, hein. Or, vous le savez, aujourd'hui, la plupart des contributions, les 3/4 des contributions sont des contributions volontaires. Les contributions obligatoires sont en diminution extrêmement forte depuis les années 70. Et enfin, la question de la légitimité et la question de l'ouverture des enceintes multilatérales aux sociétés. Voilà, l'ouverture des enceintes multilatérales aux sociétés en réfléchissant à des dispositifs permettant d'associer les sociétés aux enceintes qui sont actuellement purement interétatiques. Ça fait partie de la légitimité des institutions que nous devons penser pour l'avenir. Merci beaucoup pour votre première intervention et d'avoir proposé un modèle avec des pistes, et notamment sur cette dernière idée dont tout le monde parle, mais personne ne sait vraiment comment faire, c'est l'intégration des sociétés civiles ou autres formes d'organisation des sociétés. Et puis on reviendra certainement sur l'efficacité, sur la capacité à résoudre un certain nombre de situations ou de faire évoluer un certain nombre de situations de crise pour lesquelles aujourd'hui nous n'avons que peu de prise jusqu'à présent. Je vais donner la parole et après laisser la parole à nos collègues, à M. Marc Ecker. Vous êtes directeur exécutif de l'Institut français des relations internationales, rédacteur en chef de la revue Politique étrangère et chercheur au Centre des études de la sécurité de l'Institut. Donc un regard avisé sur ce dossier qui nous réunit. Je vous laisse la parole pour une dizaine de minutes. Merci beaucoup, Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les députés. C'est toujours un honneur de venir présenter les travaux de l'IFRI devant la représentation nationale. Alors, contrairement aux deux précédents orateurs, je ne suis pas spécialiste des arcanes onusiennes, mais il se trouve que l'IFRI a publié récemment un numéro de politique étrangère intitulé « Multilatéralisme, survivre ou renaître ?» pour l'interrogation. Et puis le Ramsès 2026 comporte toute une partie intitulée « Qui gouverne le monde ?»
Alors, je ne montre pas ces publications pour faire la publicité de l'IFRI, mais simplement par honnêteté intellectuelle, parce que je suis allé piocher certaines idées dans les contributions de ces deux ouvrages. Alors, ce qu'il faut dire en introduction, c'est que les sujets de la crise du multilatéralisme et du désordre international reviennent régulièrement dans l'actualité médiatique et éditoriale depuis la fin de la guerre froide. Je vais juste vous donner quelques exemples et distants dans le temps. En 1992, dans le contexte de l'effondrement du RSS, Pierre Milza, l'historien, signe un ouvrage intitulé « Le nouveau désordre mondial ». 10 ans plus tard, dans le contexte de la guerre en Irak de 2003, Tzvetan Todorov écrit « Le nouveau désordre international, réflexion d'un Européen ». Encore une fois, une décennie plus tard, la revue Esprit consacre un numéro au nouveau désordre mondial, quelque temps après l'annexion de la Crimée par la Russie. On pourrait ainsi continuer, je mentionne simplement plus récemment, en 2022, la parution d'un ouvrage de Julien Fernandez et Jean-Vincent Olindre, intitulé « Nations des Unies, la crise du multilatéralisme ». En somme, à chaque décennie, son lot de livres et d'articles qui font le constat d'un nouveau désordre international, d'une multiplication des menaces et d'une absence d'architecture globale permettant de gérer les crises. Pour le dire de manière plus triviale, on a beaucoup crié au loup, et il pourrait être tentant aujourd'hui de relativiser la gravité de la situation. Toutefois, pour reprendre une expression à la mode, depuis qu'elle a été employée par le nouveau chef d'état-major des armées, le général Mandon, prenons garde au relativisme. En effet, en 2025, et je crois que ça a bien été exposé par les deux précédents orateurs, la crise du multilatéralisme et de la gouvernance globale paraît particulièrement sérieuse, tandis que la brutalisation du monde se confirme de jour en jour. Le fait que tant d'ouvrages et d'articles aient été écrits depuis 35 ans sur le désordre international permet de nuancer l'idée même selon laquelle un ordre international stable aurait émergé après la guerre froide. On peut néanmoins postuler qu'un tel ordre, entre guillemets, reposait sur 3 piliers, comme le rappelle Thierry de Montbrial dans le Ramsès 2026. Le premier pilier, c'est la supériorité militaire des États-Unis et la décision de maintenir puis d'élargir l'OTAN en dépit de la disparition de l'URSS. La supériorité militaire américaine est bien sûr toujours d'actualité, mais d'autres pays montent nettement en puissance. Une caractéristique majeure du premier quart du XXIe siècle est une forme de course aux armements. À cet égard, le CIPRI, institut de référence sur cette thématique, relevait au printemps 2025 que les dépenses militaires mondiales avaient atteint 2700 milliards de dollars en 2024, soit une hausse de près de 10% par rapport à l'année précédente. Ces dépenses se situaient aux alentours de 1000 milliards il y a 25 ans, et la barre des 2000 milliards a été franchie aux alentours de 2020. On voit donc que cette course aux armements tend à s'accélérer depuis quelques années. Une autre caractéristique, toujours dans ce premier pilier, est un foisonnement d'innovations technologiques, nourri en particulier par les progrès en matière de robotique et d'intelligence artificielle. Ces évolutions technologiques, jusqu'alors très peu régulées au niveau international, et que l'on voit à l'œuvre sur les champs de bataille en Ukraine et à Gaza, laissent entrevoir des perspectives effrayantes en cas de conflit ouvert entre grandes puissances. Le deuxième pilier de cet ordre mondial relatif est le caractère structurant de la dissuasion nucléaire, avec pour corollaire la volonté de limiter les risques à la fois de confrontation nucléaire et de prolifération. De ce point de vue, l'affaiblissement des mécanismes de maîtrise des armements ne manque pas d'inquiéter. Fin du traité sur les forces nucléaires à portée intermédiaire, révocation par la Russie de sa ratification du traité d'interdiction des essais nucléaires, incertitude sur l'avenir du traité New Start, etc. En parallèle, la Chine poursuit sa montée en puissance. Elle serait passée de la possession de 250 armes nucléaires en 2021 à 600 aujourd'hui. Quant à l'Iran, le sort de ses plus de 400 kg d'uranium enrichi est toujours inconnu, près de 4 mois après les frappes américaines sur ses installations nucléaires. Enfin, troisième pilier de l'ordre mondial post-guerre froide, c'est l'absence de compétiteurs stratégiques majeurs pour les États-Unis qui a conduit nombre d'analystes à parler dans les années 90 de monde unipolaire. Au fur et à mesure de l'émergence progressive d'autres puissances, on a parlé de monde multipolaire, et puis la Chine a elle-même émergé, est devenue une seconde superpuissance, et on a parlé de plus en plus de monde bipolaire. Dans ce contexte, il s'agit notamment pour les puissances moyennes de déterminer des manières de ne pas avoir à s'aligner totalement sur l'une ou l'autre des superpuissances. On peut appeler ça le multi-alignement ou le pluri-alignement en Inde,
l'équilibre stratégique en Égypte, qui a d'ailleurs rejoint les BRICS Plus en 2024, ou encore le hedging en Asie du Sud-Est. Mais l'idée est toujours la même, c'est une forme de non-alignement. Notons qu'avec la montée en puissance de la Chine, beaucoup de pays se sont retrouvés à dépendre de plus en plus de Pékin pour leur prospérité, tandis qu'ils continuaient à dépendre de Washington pour leur sécurité. Cette situation de découplage se révèle de plus en plus périlleuse au fur et à mesure de la montée des tensions sino-américaines. On constate donc que les trois piliers sont érodés, mais quels sont les symptômes les plus tangibles de la crise de l'ordre international ? J'en mentionnerai très brièvement 4 pour rester dans le temps imparti. Le premier, qui est d'ailleurs tout à la fois une cause et un symptôme, est le retour de la compétition de puissance que l'on sent monter en réalité depuis une dizaine d'années et qui est devenu particulièrement tangible depuis la crise du Covid, puis l'invasion à grande échelle de l'Ukraine par la Russie. L'ordre libéral international est considéré par le Sud global, et cela a déjà été dit d'ailleurs par les deux précédents intervenants, et par les puissances dites révisionnistes, comme un ordre occidental déséquilibré et injuste. Le sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai, à Tianjin, il y a un peu plus d'un mois, a constitué une démonstration d'unité et de force d'une partie de ce Sud global. Le deuxième symptôme est la contestation croissante de la démocratie libérale. Dans le monde unipolaire des années 1990, certains imaginaient la démocratie libérale se répandre sur tous les continents et pacifier en quelque sorte les relations internationales. Or, ce n'est pas ce qui s'est passé. La légitimité et l'efficacité du système démocratique sont non seulement contestées par des puissances non démocratiques, mais on constate de surcroît que la démocratie est aussi menacée de l'intérieur. La thématique de la crise de la démocratie est sans doute plus ancienne encore que celle de la crise du multilatéralisme. Toutefois, la situation est aujourd'hui particulièrement inquiétante et je pense qu'il n'est nul besoin de développer ce point dans cette enceinte, compte tenu de l'instabilité politique qui touche actuellement notre pays. Le troisième symptôme est la crise du droit international public. Certains États membres du Conseil de sécurité le violent ouvertement ou protègent des États qui en bafouent les principes. Enfin, le quatrième et dernier symptôme que j'identifierai aujourd'hui est la crise du système commercial international. Depuis plusieurs années, le blocage de l'organe d'appel du mécanisme de règlement des différends symbolisait la paralysie de l'OMC. Mais la politique des droits de douane mise en place par l'administration Trump est décrite par certains comme le clou final dans le cercueil de l'OMC. C'est une expression médiatique, je ne la reprends pas nécessairement à mon compte, mais il faut constater en tout cas que cette politique viole de manière flagrante notamment le principe de la clause de la nation la plus favorisée, énoncé à l'article 1 de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, le GATT. Alors que l'ordre libéral international faisait déjà l'objet d'attaques de la part d'États illibéraux ou autoritaires, la principale nouveauté depuis moins d'un an est la bascule des États-Unis. Le tournant de l'administration Trump II a engendré ce qu'il est désormais convenu d'appeler une forme de schisme transatlantique, illustré notamment par le discours du vice-président J.D. Vance à la conférence de sécurité de Munich, ou plus récemment par celui de Donald Trump lui-même à l'Assemblée générale des Nations unies. Les retraits américains de l'accord de Paris sur le climat, de l'Organisation mondiale de la santé, ou encore celui annoncé de l'UNESCO, contribuent à saper le système multilatéral qui malgré tout résiste. Notons par exemple que dans le domaine de la santé, un accord mondial sur les pandémies a été adopté au printemps. La posture américaine a en réalité fluctué au cours de l'année 2025, ce qui a maintenu les autres États, y compris les alliés traditionnels de Washington, dans l'incertitude. Par exemple, dans les premiers mois de la présidence Trump, le rapprochement avec Vladimir Poutine, les critiques acerbes à l'égard des Européens ou encore les déclarations sur le Groenland ont fait craindre une forme de collusion entre grandes puissances qui se diviserait le monde en sphères d'influence. Depuis le sommet de l'OTAN en juin à La Haye, et avec la mise en place de nouveaux mécanismes de livraison d'armes américaines à l'Ukraine, mais payés cette fois par les Européens, la thématique de la Great Power Competition a repris de la vigueur par rapport à la Great Power Collusion. Mais dans tous les cas se dessine une forme de marginalisation ou de provincialisation de l'Europe. Enfin, pour conclure, j'aimerais mentionner brièvement 3 points. Tout d'abord, oui, le système onusien est sous forte pression, une pression financière, cela a été dit, et une exigence de réforme, cela a été dit également. Mais ce système remplit tout de même des fonctions utiles, voire indispensables. D'une part, l'ONU est le lieu où les représentants de tous les États peuvent se rencontrer et échanger. Et d'autre part, les agences onusiennes fournissent une aide souvent vitale aux populations les plus vulnérables.
Je rappelle tout de même que 130 millions de personnes déplacées sont gérées par le Haut Commissariat aux réfugiés, que le Programme alimentaire mondial a apporté de la nourriture à 120 millions de personnes l'an dernier et que près de la moitié des enfants dans le monde ont été vaccinés dans le cadre de programmes onusiens. Et on pourrait multiplier ainsi les exemples. Ensuite, le multilatéralisme a des formes variées qui dépassent très largement le cadre onusien. Certains forums multilatéraux, et cela a été dit aussi avec la mention des BRICS et d'autres, sont des outils de puissance. Ainsi, il ne me paraît pas usurpé de parler à la fois d'une archipélisation et d'une arsenalisation des multilatéralismes. Guillaume Devin parlait d'une balkanisation, c'est vrai que c'est un peu la même idée que l'archipélisation, mais il y a cette forme d'éclatement. Enfin, et pour terminer, ces constats sombres doivent nous amener à œuvrer à notre propre renforcement, en particulier dans les domaines économiques, diplomatiques et militaires. Cela vaut évidemment pour la France, et vous, députés, avez un rôle essentiel à jouer dans le ressaisissement, oserais-je dire, le redressement de notre pays. Mais cela vaut plus largement pour l'Europe, dont le réveil géopolitique a été brutal et qui doit maintenant se donner les moyens de l'autonomie stratégique pour pouvoir continuer à défendre ses intérêts sans renier ses valeurs. Je vous remercie. Merci beaucoup pour ces trois interventions. Je vais sans plus attendre donner la parole à mes collègues dans un ordre qui est celui d'abord de la prise de parole du Rassemblement national. Je donne la parole à M. Michel Guignot. Ensuite, nous entendrons Mme Tanguy et M. Taché. Monsieur le vice-président, c'est à vous. Oui, merci. Merci, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les intervenants. Le principe de gouvernance mondiale suppose une régulation mondiale pour que les sociétés puissent coexister dans un multilatéralisme à l'échelle planétaire. Diverses institutions sont là pour permettre la représentation de tous les pays dans les instances de régulation, mais l'on constate une contestation forte des gouvernances nationales autant que de la gouvernance mondiale issue des accords signés après la Seconde Guerre mondiale. Au cours du Forum pour la nouvelle gouvernance mondiale de 2008 ont été extraits des principes sur lesquels repose cette gouvernance. Et le premier d'entre eux était la légitimité de l'exercice du pouvoir. Il était d'ailleurs expliqué qu'il faut un assentiment profond des peuples à la manière dont ils sont gouvernés, ce qui n'est pas toujours le cas. Pourtant, cet assentiment ne semble pas même réuni à l'échelle nationale. D'un côté, on trouve les mouvements Gen Z, acteurs majeurs de la contestation au Maroc, Madagascar, au Népal, en Indonésie, aux Philippines, au Pérou, qui se révoltent contre les gouvernances traditionnelles de leur pays et contre les injustices dont ils disent être victimes. De l'autre, la montée des souverainismes qui défendent l'identité de leur pays face à des gouvernances déracinées de leur population. Comment repenser une juste coopération dans les institutions internationales quand de plus en plus de gouvernances nationales ont de moins en moins de légitimité pour leur population? Les instances internationales doivent être au service, me semble-t-il, des nations et non une machine à harmoniser, à effacer des particularités historiques, géographiques ou même juridiques. Merci. Merci beaucoup. La façon de répondre, je pense que c'est assez libre. Celle ou celui qui souhaite le faire le fait. On va rester dans un format global de 2 minutes 30, 3 minutes pour rester dans une capacité à terminer cette séquence dans les temps. Qu'est-ce qui souhaite réagir? Monsieur le député, je vous remercie pour cette remarque. Je suis entièrement d'accord sur le constat de cette crise de la représentation, quelque part. Alors, elle existe à un niveau national et au niveau international. Il s'agit pour les enceintes aussi de démontrer leur utilité dans le quotidien des populations. Et la distance fait que cette relation est encore plus difficile à établir. Et pour autant, ce que je disais à un moment dans ma présentation, c'est... Je pense que les instances multilatérales internationales ne sont jamais que ce que les États veulent bien en faire et que leur paralysie est souvent aussi le fruit d'une absence de volonté de compromis et de faire. Et donc je pense que c'est dans l'instrumentalisation par l'échelon national, très souvent, qu'on arrive à la paralysie qu'on peut tous collectivement déplorer.
pour autant sous le radar médiatique du Conseil de sécurité ou de la gestion des grandes crises internationales. Sachez que nous avons aussi des instances multilatérales qui, au quotidien, délivrent des normes, l'OACI pour l'aviation internationale, l'OIT pour le travail, l'OMS sur les normes de santé, qui en réalité fonctionnent au quotidien et pour le bienfait de la population sans qu'ils le sachent, parce que ça fonctionne et que par conséquent il n'y a pas de crise et d'attention médiatique. C'est ce que je voulais dire. Vraiment, d'une part, leur efficacité dépend profondément de ce que les États veulent en faire réellement. Donc c'est la volonté nationale malgré tout qui prime. Et par ailleurs, sous le radar, tout ce qui est normatif, il y a un grand nombre d'instances, y compris l'Union postale universelle, etc., qui fonctionnent plutôt bien et qui délivrent des normes pour le plus grand bénéfice des populations sans même qu'ils s'en rendent compte. Et l'aviation civile est également un bon exemple. Merci. Est-ce qu'il veut rajouter quelque chose ? Non, seulement, vous avez évoqué la question des sociétés, enfin, vous avez évoqué la question de comment est-ce que les sociétés pourraient être associées aux institutions multilatérales, hein, j'en ai dit un mot très rapidement. Effectivement, il y a des dispositifs là qui sont à inventer, mais enfin, il faut reprendre l'histoire. La première fois que l'organisation internationale invite des acteurs non étatiques à participer, c'est les Nations Unies, c'est la charte, c'est l'article 71 de la charte qui va donner aux acteurs non étatiques un statut consultatif au Conseil économique et social. Elles étaient 40 en 1946, elles sont plus de 6000 aujourd'hui. Bon. Alors après, il faut aller plus loin. Comment est-ce qu'on pourrait mieux associer aux enceintes multilatérales les sociétés ? Là, effectivement, il y a une recherche à faire. Il y a d'abord des formules qui ont été adoptées. Vous en avez parlé dans votre rapport, la formule ARIA auprès du Conseil de sécurité. Une association qui se fait laborieusement, mais qui se fait auprès de l'Assemblée générale des Nations unies. Mais il y a certainement des dispositifs plus audacieux à inventer qui existent déjà. On a des modèles, ONU-SIDA, le Comité de sécurité alimentaire de la FAO, ou des intérêts collectifs organisés qui défendent le bien commun, ce que j'appelle les sociétés, entre guillemets, donc il y a aussi un problème de définition compliqué, commencent à faire des émules, et je crois que dans cette direction, il y a vraiment des recherches à faire, il y a une réflexion vraiment à mener pour un multilatéralisme plus ouvert et plus audacieux. Merci beaucoup. Je donne la parole maintenant à Madame Liliana Tanguy. Monsieur Ecker, ne perdez rien pour attendre. Vous allez répondre certainement aux interrogations de Madame Tanguy, qui est porte-parole de Ensemble pour la République, pour en tout cas maintenant. Merci, Monsieur le Président, Madame, Messieurs, chers collègues. Depuis 1945, le multilatéralisme a permis de préserver la paix, de favoriser la coopération et de relever ensemble de grands défis. Mais il doit aujourd'hui s'adapter à un monde en mutation, marqué par de nouvelles puissances, des rivalités géopolitiques et des attentes citoyennes plus fortes. Et face aux défis globaux que sont le climat, la santé, le numérique, les inégalités, aucune nation ne peut agir seule. Et de nouvelles formes de coopération émergent. Des coalitions régionales, des partenariats thématiques, des participations accrues de la société civile. L'enjeu n'est donc pas de regretter un système en crise, mais de construire un multilatéralisme rénové, plus inclusif, plus agile et plus efficace, capable de répondre aux réalités du XXIe siècle. Et dans ce cadre, la France défend un multilatéralisme fondé sur la règle de droit, essentiel pour la paix, la sécurité, le climat et les droits humains. Et d'ailleurs, le président de la République a souligné la nécessité de renforcer et de réformer les institutions internationales, notamment le Conseil de sécurité de l'ONU, pour qu'elles soient plus efficaces et plus représentatives. Alors, j'ai plusieurs interrogations. Face à l'émergence de nouvelles configurations comme les BRICS, qui remettent en question le système multilatéral traditionnel, doit-on envisager
une véritable remise à plat de ce système et, le cas échéant, de quelle manière pourrait-on renouveler et renforcer l'architecture de la gouvernance mondiale. Et une dernière chose, l'Organisation des Nations Unies qui a été créée pour garantir la paix et la sécurité internationale est régulièrement critiquée pour son incapacité à prévenir et résoudre certains conflits majeurs, ce qui soulève la question de savoir si ces échecs tiennent à des contraintes structurelles, comme par exemple le droit de veto, ou des facteurs conjoncturels, tels que le manque de volonté politique des États membres, que vous avez souligné, Madame, juste avant. Selon vous, cette remise en cause relève-t-elle davantage d'un problème structurel ou conjoncturel? Je vous remercie. Merci beaucoup. Plusieurs questions. Je ne sais pas en quel ordre vous les abordez. Monsieur Ecker, peut-être. Merci. Et puis je vais en profiter dans ma réponse pour aussi réagir à ce qui avait été dit avant. Je crois qu'il faut bien avoir en tête le fait que l'ONU n'est pas un gouvernement du monde et qu'en réalité, peu de choses s'imposent véritablement aux États. Et je crois que dans vos propos liminaires, Madame la députée, préserver la paix, les biens communs, la règle de droit, etc., une des difficultés aujourd'hui, c'est que tout cela est attaqué et remis en cause et que certains États font prévaloir la puissance et l'unilatéralisme sur effectivement l'échange international et le multilatéralisme, et sur la règle de droit, justement. Donc oui, certaines puissances également développent des forums alternatifs, mais ce qui est intéressant à voir, c'est que ces puissances, en parallèle, ne délaissent pas le système onusien. Au contraire, elles ont plutôt tendance à le réinvestir quand les États-Unis s'en dégagent. En 2020-2021, vous vous souvenez peut-être, il y avait eu quelques rapports alarmistes sur la manière dont la Chine poussait justement ses billes dans le système onusien. À l'époque, il y avait 4 Chinois qui dirigeaient des agences onusiennes, et puis les rapports étaient allés jusqu'à montrer que le nombre de stagiaires chinois était extrêmement présent dans les différentes institutions, et qu'ils poussaient, que quand un directeur arrivait, il faisait venir une partie de son équipe de Pékin, et en fait, ils plaçaient leurs pions. En réalité, qu'est-ce qu'on a fait face à ça? Alors, la France continue d'être présente, mais l'autre grande puissance des États-Unis, aujourd'hui, continue à s'en dégager. Donc, on laisse en quelque sorte quand même la place à ces puissances qui veulent remettre en cause le système de l'intérieur et en créant des forums alternatifs. Alors évidemment, certaines puissances poussent aussi pour une réforme. Ce qui est compliqué pour nous Français, c'est qu'en fait on a un avantage historique avec notre place au Conseil de sécurité et qu'on est attaqué directement quand quand certains États, notamment du Sud, poussent pour une réforme en expliquant que certaines puissances n'ont plus le rang aujourd'hui qu'elles avaient à l'époque. Et très franchement, quand on regarde la situation objectivement, on ne peut pas totalement leur donner tort. Donc quelle est la solution? On ne va pas prôner, nous Français, pour quelque chose qui reviendrait à se tirer une balle dans le pied. J'en reviens plutôt à la conclusion de mon intervention liminaire, c'est-à-dire qu'il faut essayer plutôt de se redresser et de redevenir une puissance plus importante sans nécessairement en revenir non plus au fantasme de l'époque gaullienne. Voilà. Merci. Merci. Madame. Oui. Merci beaucoup, Madame la députée. Peut-être pour rebondir sur la question de la réforme du Conseil de sécurité, pour autant, malgré les difficultés et les échecs successifs des dialogues intergouvernementaux, des processus qui ont été engagés pour réformer le Conseil de sécurité, sachez que le ministre Jean-Noël Barrot souhaite justement remettre sur le devant de la scène la question de la réforme. Lors de la semaine de haut niveau, il y a 2 semaines, il a présidé un petit déjeuner de travail avec l'ensemble des groupes. Vous savez, il y a un certain nombre de groupes, le G4, le L69, qui essayent de réfléchir à différents modèles pour élargir le Conseil de sécurité et le rendre plus représentatif. La France, pour sa part, depuis des années, a toujours soutenu les membres du G4 pour dire qu'il faut à la fois des membres nouveaux permanents, des membres également non permanents. On pourrait élargir au moins, on est 15 actuellement, on pourrait au moins élargir à 25. On ne peut pas tellement aller au-delà parce que c'est déjà difficile à gérer. Il faut quand même que le Conseil garde sa capacité exécutive décisionnelle. Mais on essaye, et lorsque donc la feuille de route que m'a donnée le ministre en rentrant, c'est de dire je veux absolument que d'ici notre présidence du Conseil de sécurité en septembre prochain, donc pendant la prochaine AGNU,
nous ayons progressé, nous puissions mettre un texte, un projet de résolution à l'Assemblée générale des Nations Unies, car si elle est adoptée aux 2/3, et ce qui pourrait probablement être le cas, il sera très difficile au Conseil de sécurité, aux membres permanents, de mettre un veto. En réalité, jusqu'à maintenant, plus que la France ou le Royaume-Uni, qui sont un peu les deux puissances visées par peut-être le changement par rapport à 1945, c'est surtout la Chine qui a bloqué en réalité toute réforme, en convainquant notamment les Africains qu'ils pouvaient obtenir toujours plus, et leur consensus des Ulvini qui demande 5 membres de plus, dont 2 permanents, et les a mis dans une position maximaliste qui en réalité bloque un peu leur situation. Ils sont très embarrassés pour revenir en deçà de cette demande exigée depuis des années. Mais donc là-dessus, nous sommes tout à fait à la manœuvre, j'allais dire, et au contraire considérés comme ceux qui sont un peu les plus actifs. Vous savez aussi qu'on a toute cette initiative pour encadrer le droit de veto en disant, en cas d'atrocité de masse, les membres permanents, c'est une responsabilité, doivent s'abstenir d'utiliser le veto. C'est une initiative que nous menons maintenant avec le Mexique et qui a déjà plus de 110 soutiens. Bien entendu, les autres membres permanents et bénéficiant du droit de veto n'ont pas encore rejoint cette initiative, mais pour autant, elle est très consensuelle et on est quand même vu comme un partenaire qui essaye de faire bouger un petit peu les lignes sur ce sujet. Et puis juste un point, je crois que une des priorités que le président souhaite vraiment mener à bien dans le cadre de la présidence française du G7 l'année prochaine, c'est vraiment de réfléchir aux enjeux de gouvernance internationale, aux grands déséquilibres et comment s'armer et armer la gouvernance internationale face aux nouveaux déséquilibres. Donc ça sera vraiment au cœur de ces priorités. Merci beaucoup. Je donne la parole à présent pour la France Insoumise à M. Rien Taché. Et puis nous entendrons ensuite M. Pierre Priptich et M. Michel Barnier. Merci Monsieur le Président, merci à nos intervenants. René Cassin, un des principaux auteurs de la Déclaration universelle des droits de l'homme, disait que le droit international, c'était la plus grande conquête politique de l'humanité depuis la démocratie. Alors on est réunis ce matin pour discuter sur les menaces qui pèsent sur le multilatéralisme et cet ordre international, et je me demande ce que René Cassin penserait du rôle actuel des démocraties dans ces menaces. Les guerres déclenchées par les États-Unis en violation du droit international sont par exemple trop nombreuses pour être citées. Invasion de l'Afghanistan, de l'Irak, bombardement du Kosovo, au Yémen, en Somalie, en Syrie, bien sûr en Libye, avec la France de Nicolas Sarkozy en chef de file. Mais un nouveau cap a été franchi avec le déclenchement du génocide à Gaza après les attentats du 7 octobre. Pour justifier les bombardements sur des civils, des enfants, des hôpitaux, et même ceux d'humanitaires procédant à des distributions alimentaires, l'argument de Benjamin Netanyahou et de tous ses soutiens, y compris français jusque dans cet hémicycle, a en effet été « Israël est une démocratie, elle peut donc s'affranchir du droit international ». C'est ce 2 poids 2 mesures qui, selon moi, met aujourd'hui le plus en péril cette grande conquête politique pour l'humanité dont parlait René Cassin et qui permet à des tyrans comme Poutine d'avoir un écho toujours plus grand au sein de ce qu'on appelle le Sud global et auquel les pays occidentaux qui laissent le génocide à Gaza se poursuivre n'ont désormais plus aucune leçon à donner. À cela s'ajoute justement l'attitude de Donald Trump à la tribune de la dernière Assemblée générale de l'ONU, dont nous fêtons les 80 ans cette année, ça a été rappelé. La seule chose que j'ai eue de l'ONU, c'est un escalier mécanique et un téléprompteur défaillant, a dit Trump, accusant aussi l'institution d'encourager une invasion migratoire dans son pays. Jamais un président américain n'avait attaqué l'institution avec une telle violence. Le reste de son discours a d'ailleurs été consacré à faire l'apologie d'un monde où la vente d'armes, de gaz, de pétrole serait l'alpha et l'oméga des relations internationales, au moment où la paix et le climat devraient être les 2 priorités absolues de l'humanité. Alors ça a été rappelé, heureusement, d'autres grandes puissances s'engageaient plus concrètement pour le multilatéralisme. On pourrait en citer de nombreuses. Je pense bien sûr par exemple au Brésil, où se tiendra la prochaine COP30, qui fait beaucoup de propositions absolument déterminantes pour le climat. Par exemple un conseil international pour le climat, pour que chacun respecte les engagements des COP. Je pense à la Chine, qui soutient aussi la création d'une organisation mondiale de régulation de l'intelligence artificielle, et on pourrait démultiplier les exemples. Alors concrètement, qu'est-ce que la France dit de ces propositions ? Plus généralement, quel écho donne-t-elle à ces puissances qui contestent effectivement un ordre libéral qui est effectivement devenu un ordre occidental essentiellement? Quel écho leur donne-t-elle au-delà par exemple de la réforme du Conseil de sécurité que vous venez d'indiquer? Et sur la réforme du Conseil de sécurité, la France a en effet par exemple toujours été en pointe sur la question de la représentativité de l'Afrique, en tout cas de manière formelle, mais concrètement, que fait-elle pour que ça avance, ce chantier-là? Quelle vision a-t-elle de cette représentativité du continent africain au Conseil de sécurité? Merci. Merci, monsieur le député. Qu'est-ce que peut-être monsieur Guillaume Devin dans un premier temps, et puis non, simplement, je ne voudrais pas revenir sur le fond de ce que vous dites, mais simplement la question du droit
pour éclairer un peu. Le droit, effectivement, est en danger, le droit international est en danger parce que les normes ne sont pas, comme je l'ai dit tout à l'heure, des normes de droit dur, de moins en moins, et parce que le droit est violé. Mais alors, ce qui est très paradoxal dans la vie internationale, c'est que le droit est violé, mais même ceux qui le violent se revendiquent du droit. Prenez par exemple le contentieux devant la Cour internationale de justice à propos de l'invasion de l'Ukraine. L'argumentation russe est de dire que l'argumentation russe est de s'appuyer sur la Convention relative à la prévention du génocide de 1948 en disant qu'elle est intervenue au nom de cette convention pour prévenir le génocide des russophones. Et vous retrouvez ça également dans l'affaire de Gaza, vous retrouvez ça dans tous les conflits. Les violateurs du droit international sont les premiers à se revendiquer du droit. Alors ça, c'est une question quand même qui est importante parce que ça veut dire qu'aujourd'hui, la légitimité internationale passe par la revendication du respect du droit, hein, alors même qu'on ne le respecte pas, évidemment. Hein. Donc ça, c'est un point important. Quant à Trump, il a effectivement fustigé les Nations Unies devant à l'Assemblée générale des Nations Unies, mais enfin, c'est pour quelques jours après, dans son soi-disant plan de paix, proposer que les Nations Unies, enfin demander à ce que les agences onusiennes réintègrent le terrain pour la distribution de l'aide humanitaire. Donc en fait, M. Trump n'aime pas beaucoup les collectifs, comme quelqu'un l'a dit, mais quand il préside les collectifs, tout va bien. Donc en gros, s'il présidait les Nations Unies, je pense qu'il se réconcilierait facilement avec les Nations Unies. Voilà, il y a un point sur la position de la France, et puis ce que fait la France, notamment pour pousser un certain nombre d'initiatives. Merci. Donc oui, effectivement, s'agissant de la représentation de l'Union, des pays africains, le ministre cette année encore est allé à la rencontre du Conseil de paix et sécurité de l'Union africaine, a eu des échanges assez approfondis avec eux et donc a fait d'ailleurs bouger un petit peu la position française qui disait jusque-là qu'on était prêt, bien entendu, à accueillir et que l'on souhaitait accueillir au moins 2 nouveaux membres africains au Conseil de sécurité, dont au moins un membre permanent. Mais on ne parlait pas du veto. Et on a ajouté maintenant qu'on comprendrait que les nouveaux membres permanents exigent les mêmes attributs que les autres. Parce que c'est aussi une question dans les différents modèles. Est-ce que des nouveaux membres permanents auraient tout de suite le veto? Est-ce qu'il y aurait une période de transition, une période d'essai, etc. Donc on est allé quand même beaucoup plus loin que d'autres. Et là, lors des échanges qu'on a pu avoir à New York, les groupes du C10, donc du groupe africain, étaient représentés. Notre ministre délégué avait assisté à leurs échanges la veille. Donc on essaye d'aller au-devant et d'engager le dialogue pour aussi éviter qu'une position maximaliste de leur part, de fait, paralyse les discussions. Donc je pense qu'on a marqué des points et des progrès et comme je le disais, on va essayer d'ici notre propre présidence du Conseil de sécurité d'avancer sur le sujet avec la proposition d'un texte parce que jusqu'à maintenant, ce qui paralyse, c'est la recherche du consensus. On n'arrivera pas à un consensus, il faut un texte. Et comme vous le savez, les Africains ne souhaitent pas, ils ont toute cette réflexion sur une rotation, ils ne souhaitent pas choisir entre Nigeria, Éthiopie, Afrique du Sud. Les gros pays d'Afrique souhaitent tous, aucun ne souhaite être remisé un rôle de puissance moyenne. Chacun voudrait avoir le rang pour accéder au rôle de membre permanent. Et les réflexions sur une rotation des sièges ne sont pas très abouties et posent toutes des problèmes. Mais on est très, très soucieux de les accompagner aussi dans ces discussions. Merci beaucoup. Je donne la parole à présent pour socialistes et apparentés à M. Pierre Priptich. Monsieur le Président, mes chers collègues, Mesdames et Messieurs les intervenants, j'ai mis fin aux guerres à la place des Nations Unies. Donald Trump, 23 septembre 2025. Comment mieux souligner la crise profonde que traverse l'ONU, la crise du multilatéralisme? Créée, nous le savons, en 1945 pour préserver la paix, favoriser la coopération entre les États, elle semble aujourd'hui affaiblie, bloquée, parfois, si j'ose, dépassée face aux grands défis mondiaux. Elle regarde bien souvent ailleurs sans agir. Le marqueur, le symbole le plus visible de cette crise, le Conseil de sécurité. Le droit de veto des grandes puissances paralyse souvent toute action collective. Ukraine, Syrie, Gaza, Soudan. Et pendant ce temps, de nouvelles puissances, comme l'Inde, la Chine, le Brésil, réclament à juste titre une place plus juste
dans la gouvernance mondiale. L'ordre international de 1945 ne correspond plus à notre réalité, à la réalité d'un monde multipolaire. Mais cette crise n'est pas seulement institutionnelle, elle est aussi politique et surtout morale. Les États se replient sur leurs intérêts nationaux, les logiques de puissance l'emportent sur la coopération et la confiance s'effritent. Pourtant, les grands défis d'aujourd'hui, le climat, les pandémies, la biodiversité, l'intelligence artificielle, exigent plus que jamais une action collective. Alors, quelle solution? Accord de paix de Paris, les accords sur les objectifs de développement durable. Il faut nécessairement réformer le Conseil de sécurité en limitant le droit de veto, en ouvrant la porte aux pays du Sud. Il faut rendre l'ONU plus efficace, plus transparente, avec un financement plus stable et une meilleure coordination entre ses agences. Révolution de l'inclusion, révolution de l'inclusif, rendre le multilatéralisme plus inclusif en y associant non seulement les États, mais aussi la société civile, les ONG, les entreprises et les citoyens. En somme, il ne s'agit pas d'abandonner l'ONU, mais de la réinventer, de la refonder. De redonner du sens au multilatéralisme, c'est croire à la possibilité d'un monde où la coopération l'emporte sur la confrontation. Madame, vous avez parlé de Stefan Zweig. Je vous citerai simplement cette phrase. Là où l'on dresse les frontières, on enterre l'esprit. Cette phrase de Zweig résonne aujourd'hui dans ce débat. À l'heure où le multilatéralisme vacille, où certains prennent comme solution le repli, le multilatéralisme, ce n'est pas qu'une affaire de diplomatie. C'est une vision du monde, celle du dialogue, de la culture de la paix entre les nations. C'est sans doute plus que jamais le combat de notre siècle, et en évoquant Gramsci, un combat culturel. Merci beaucoup, monsieur le député. Qu'est-ce qui veut réagir, monsieur Ecker, peut-être? Bon, quand on entend ces paroles, monsieur le député, on perçoit l'idéal qu'a constitué la vision d'un monde multilatéral qui a émergé après la Deuxième Guerre mondiale, après les horreurs de cette guerre, il y a 80 ans. Peut-être que ce souvenir tend à s'effacer chez les plus jeunes, et vous avez raison, on a bien senti le souffle dans ce que vous avez dit. Il faut essayer de ranimer cette vision et ce rêve. Mais pour le moment, il faut bien le dire, ça reste un rêve. Et actuellement, on a des puissances qui ne sont pas dans cette logique-là. Donc le système est attaqué. La question, c'est comment le défendre, comment le réformer. Je me suis peut-être mal exprimé auparavant. C'est vrai qu'il y a des velléités de réforme et que la France aide, mais encore une fois, là aussi, il faut à la fois défendre des valeurs, mais défendre nos intérêts. Donc comment réformer sans se tirer une balle dans le pied, c'est une vraie question. Sur le fait que de nouveaux États pourraient devenir membres permanents et disposer d'un droit de veto, puisque certains le souhaitent, comment ajouter des États qui auraient un droit de veto sans paralyser davantage le système. Parfois, on a l'impression vraiment qu'on n'arrive pas à trouver une solution tout simplement viable, et ça avait été bien démontré d'ailleurs dans les pistes du rapport qui a été évoqué auparavant, qui a été réalisé l'année dernière. Donc oui, il y a les aspirations et puis il y a la brutale réalité. Sur un point aussi sur les États africains, pour rebondir sur ce qui a été dit avant, il faut quand même toujours se souvenir que l'Afrique, c'est une cinquantaine d'États, avec là aussi des intérêts qui peuvent être divergents. Et pour rebondir sur l'actualité qui a été mentionnée en introduction par Monsieur le Président, oui, un candidat africain a été élu à la tête de l'UNESCO, mais il était finaliste face à un autre candidat africain. Et visiblement, en coulisses, les échanges n'étaient pas forcément tendres. Voilà. Merci beaucoup. Je donne la parole à présent à Monsieur Michel Barnier pour la droite républicaine. Je suis très heureux de pouvoir vous accueillir, Monsieur le Premier ministre, dans cette commission d'affaires étrangères, en espérant que votre expérience permettra à cette commission de profiter de toute votre expertise et réflexion. Merci, Monsieur le Président. Les titres de Premier ministre sont des titres éphémères, vous le voyez bien. Je sais pas. Ça ne me donne pas le droit de donner des leçons. En tout cas, je suis très heureux d'être dans cette commission. C'est pour ça que j'ai sur votre expérience, votre expertise. Oui, c'est ça, oui. De vous saluer, Monsieur le Président, de saluer l'ensemble de nos collègues et de participer désormais aux travaux de cette commission. En tout cas, merci beaucoup de votre accueil et merci beaucoup, Madame, Messieurs, de ces interventions. Moi, j'ai juste... on voit bien que le multilatéralisme est en train de flancher, et pourtant, je pense qu'il faut que nous continuions, nous, Français, à nous battre sur tous les fronts pour le préserver. On voit d'ailleurs qu'il y a
raisons de ne pas désespérer, aussi bien ce qui s'est passé sur le changement climatique, différents enjeux environnementaux, ou plus récemment à New York sur le conflit du Proche-Orient. J'ai une question, M. Eker, vous avez été le seul, je crois, pardon, je suis arrivé un peu en retard, à évoquer l'Union européenne ou l'Europe. Hein. Ma question est de savoir si dans vos réflexions, dans vos analyses, dans vos diagnostics, vous voyez une chance, un rôle, une raison pour l'Union européenne de jouer un rôle en tant que tel, dès l'instant où la puissance de chaque nation est proportionnellement ou relativement plus faible, plus le monde avance et plus les empires se développent. Est-ce qu'il y a une place ou un rôle pour l'Union en tant que telle, pour l'action diplomatique commune? C'est une question que je me pose. Je crois que c'est vous, M. Eker, qui a évoqué les fantasmes. Je n'ai pas bien compris ce que vous avez appelé par les fantasmes de la période gaulliste. Hein. Vous auriez pu parler d'ambition, j'aurais préféré plutôt que le mot fantasme. Mais ce qui est vrai par rapport à cette période, c'est que le temps des empires est fini, il n'y a pas de nostalgie, et surtout pas à vivre avec la nostalgie, mais moi j'ai toujours été européen et patriote, donc je pense qu'il y a une place pour une action européenne, pour peser davantage dans le jeu multilatéral. Est-ce que vous la voyez, cette place, bien que je ne vous ai pas entendu en parler les uns et les autres? Et puis j'ai une autre question liée à tous ces organismes multilatéraux, notamment ceux des Nations Unies. Est-ce que vous voyez quelque part des outils d'évaluation de l'action multilatérale, de l'efficacité de l'argent public mondial qui est investi dans ces organismes? Est-ce qu'il y a des outils d'autocontrôle et d'auto-évaluation, ou est-ce qu'il faudrait les mettre en place? Merci. Merci beaucoup, Monsieur Barnier. Qu'est-ce qui souhaite répondre de questions, hein, la place de l'Europe et sa capacité à développer, et puis après les questions d'évaluation. Écoutez, Monsieur le Premier ministre, je vais vous répondre assez simplement sur l'Union européenne, parce que l'Union européenne occupe déjà une place relativement importante aux Nations Unies. C'est un membre observateur. Et c'est un statut tout à fait particulier et tout à fait exceptionnel pour une organisation régionale. Et le problème, c'est que si l'Union européenne en tant que telle avait plus de pouvoir, plus d'autorité, plus de compétences, les autres organisations régionales ne manqueraient pas également de demander la même chose. Donc ça pose un problème qui est celui du chapitre 8 des Chartes des Nations Unies que vous connaissez bien, c'est-à-dire l'articulation de cette organisation mondiale avec les organisations régionales. Et cette articulation, elle se fait, je trouve, plutôt assez bien, tant sur la question des opérations de maintien de paix avec l'Union africaine, par exemple, que sur la coopération en matière économique et sociale avec l'Union européenne. Ensuite, bon, vous êtes mieux placé que moi pour savoir que l'Union européenne s'accorde, s'entend, et que les positions sont en général relativement bien calibrées, en particulier dans les commissions de l'Assemblée générale des Nations unies. Ma deuxième question peut-être. Monsieur, êtes-vous prêt d'abord à amender votre propos initial à la demande non, je parle à Monsieur Eker. Je lui demande s'il est prêt, avant de répondre, à amender son propos initial, tel qu'a suggéré Merci, notre nouveau commissaire. Monsieur le Premier ministre, c'est toujours délicat, effectivement, de ne pas faire amende honorable face à un Premier ministre. Mais non, effectivement, la différence entre ambition et fantasme, c'est en fait quelle est la réalité, c'est-à-dire quelle est la réalité de nos moyens, quelle est la réalité du moyen des autres, des alliés, des compétiteurs et des adversaires, et quelle est la réalité de l'état du monde. Et effectivement, quand on compare à la situation d'il y a plus d'un demi-siècle maintenant, on peut faire que le constat d'un déclassement de la France. On le regrette. Alors on peut conserver une ambition, et je le souhaite évidemment, mais si cette ambition devient trop élevée et en décalage par rapport à la réalité à la fois de nos moyens, de ceux des adversaires, des alliés, des compétiteurs et de la réalité du monde, on risque de passer de l'ambition au fantasme. Voilà, c'était
je précise ma pensée et je souhaite qu'on reste dans le domaine de l'ambition, mais je crains que le monde n'ait trop changé. Sur l'Union européenne, je ne vais peut-être pas prolonger, peut-être sur l'aspect de l'évaluation, même si Nathalie Estival-Broders sera sans doute plus précise que moi là-dessus, mais j'ai cru comprendre que dans ce projet de réforme, je ne sais même pas si c'est le bon terme, UN80, il y a justement un des 3 piliers qui est consacré plus ou moins à ces sujets, et notamment le chiffre des près de 4000 mandats onusiens a été évoqué par Guillaume Devin avant, et la volonté exprimée au niveau de l'organisation elle-même, c'est d'utiliser des outils d'intelligence artificielle pour pouvoir faire une forme de bilan aussi objectif que possible de l'efficacité de ces mandats pour ensuite en tirer des leçons. Voilà. Moi, je ne peux pas aller tellement plus loin sur ce sujet. Peut-être que Madame la directrice, vous pourrez compléter. Je vous laisse une petite minute peut-être sur ce sujet-là et je donnerai la parole après à Madame Maude-Petit. Monsieur le Premier ministre, effectivement, les questions d'efficacité qui sont également au cœur des réflexions sur l'aide au développement bilatéral, sur tout l'impact que l'on peut avoir sur le terrain, est très largement débattu dans le cadre des conseils exécutifs, des boards de toutes les agences qui ont des outils, effectivement, qui sont parfois difficilement exploitables parce que par manque de personnel ou d'intérêt des États membres, mais en réalité, ils sont là. Et c'est vrai que dans le cadre de la réforme ONU 80, il y a un accent plus particulièrement mis sur cette question de l'impact, de comment éviter les duplicata, la fragmentation, etc. de l'aide. Et le prisme de lecture de tout ça, c'est bien sûr d'aller vers plus d'efficacité sur le terrain, plus d'impact. Mais sachez qu'il y a quand même beaucoup d'outils qu'on a parfois du mal à titre national à utiliser parce qu'ils produisent énormément de rapports d'évaluation, d'indicateurs. Et pour autant, on n'est pas toujours beaucoup plus éclairé. En tous les cas, quand on demande à nos postes de leur dire l'action du PNUD sur le terrain dans telle ou telle de vos géographies, c'est parfois un petit peu difficile pour eux d'apprécier et les résultats et les appréciations sont un petit peu variables. Mais c'est vrai que c'est au cœur de la réforme. Mais à titre national, on nous parle aussi beaucoup d'essayer. Moi, j'ai été sous-directrice du développement il y a très longtemps. On avait aussi parfois des difficultés à mesurer concrètement l'impact de notre action parce que pour un grand nombre d'actions, elles s'inscrivent dans le temps, dans un temps long ou améliorer l'éducation des jeunes femmes dans telle partie de l'Afrique. Ce n'est pas quelque chose qui peut se mesurer année par année. C'est en réalité plus sur du pluriannuel qu'on devrait le faire, ce qui est parfois difficile à concilier avec l'annualité budgétaire pour comptabiliser et affecter notre aide bilatérale et multilatérale. Oui. Merci beaucoup. La parole à présent pour les démocrates à Madame Maude-Petit. Merci Monsieur le Président, merci à vous Madame, Messieurs. L'ordre mondial tel qu'il a été conçu au sortir de la Seconde Guerre mondiale est donc sur le point de basculer. Les institutions garantes de cet ordre apparaissent de plus en plus fragilisées. Ainsi, le Conseil de sécurité des Nations Unies est-il affaibli. Il peine à faire appliquer ses décisions. L'architecture financière internationale des accords de Bretton Woods est de plus en plus contestée. Les traités internationaux, notamment ceux de non-prolifération, sont moins respectés. La guerre commerciale déclenchée par Donald Trump tente d'imposer une vision transactionnelle des relations internationales, remettant en cause les rapports d'alliance avec l'Union européenne. Une stratégie à risque, puisqu'elle pousse les puissances rivales à rechercher de nouveaux partenariats stratégiques et à revendiquer, bien évidemment, un ordre mondial alternatif. En témoigne le dernier sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai, le 1er septembre dernier, qui s'est tenu en présence des présidents russes, iraniens, turcs et biélorusses, et des premiers ministres indiens et pakistanais. À la fois cause et conséquence de cette recomposition, les zones de conflit se multiplient sur le continent européen en Ukraine, avec l'aggravation du conflit israélo-palestinien à la suite des attaques du 7 octobre 2023, et des conflits moins médiatisés, mais tout aussi dramatiques, comme au Soudan, plus grave crise humanitaire au monde selon l'ONU, ou encore la guerre entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Le multilatéralisme traverse donc une crise profonde, non seulement en raison des tensions géopolitiques, mais aussi parce que ses fondements normatifs sont contestés. Vous l'avez rappelé. La montée des États-civilisations, Chine, Russie, Inde, et celle d'une diplomatie par club, en bilatéral plutôt qu'en collectif, remettent en cause l'universalité du modèle libéral. La gouvernance mondiale ne peut donc plus se penser comme un ordre unique, mais comme une négociation permanente entre visions du monde divergentes. Madame Nathalie Estival-Broders avait une question
pour vous. Vous avez, je voulais vous poser une question sur la réforme du Conseil de sécurité, mais vous y avez répondu, donc j'en ai une autre. Quelles initiatives concrètes le ministère des Affaires étrangères soutient-il pour renforcer la gouvernance dans les domaines émergents comme l'intelligence artificielle ou le cyberespace? Monsieur Devin, j'avais une question sur le multilatéralisme, en me demandant s'il était possible qu'il survive sans redéfinition contemporaine de ses principes fondateurs. Et monsieur Marc Ecker, j'ai une question, j'ai dû refaire ma question puisque monsieur le Premier ministre a volé la mienne, sur la place de l'Europe. Alors je vais préciser quelque chose. Dans cette recomposition multipolaire, comment les territoires d'outre-mer européens peuvent-ils contribuer à renforcer l'influence géopolitique de l'Union européenne, notamment dans des zones clés comme l'Indo-Pacifique ou les Caraïbes, par exemple? Je vous remercie. Merci beaucoup. Dans ce cas-là, je vais vous demander vraiment de répondre sur 1 minute chacun, parce que sinon on va avoir du mal à laisser la parole après à Jean-Paul Lecoq. Et comme il y a eu quasiment un teaser à chaque fois pour annoncer l'intervention de Jean-Paul Lecoq dans quelques minutes, vous pouvez garder cette minute de réponse tous les trois. Alors, je vais essayer d'être très, très concis sur les initiatives pour renforcer la coopération dans le cyberespace. Alors, sachez qu'en première commission, ça semble un petit peu sur les questions d'armement, la France a été à la manœuvre depuis plusieurs années sur les questions de cybersécurité, en concurrence directe avec des textes russes sur le sujet, et que nous sommes arrivés à pousser un certain nombre d'avancées sur ce texte sur la cybersécurité qui devrait voir le jour probablement cette année ou l'année prochaine. Sur l'intelligence artificielle, suite au sommet sur l'intelligence artificielle que nous avons organisé en début d'année, sachez aussi que dans le cadre des différents travaux des commissions de l'Assemblée générale des Nations unies, un certain nombre de références et de textes sur les droits individuels à protéger, sur la notion de protection des droits individuels dans l'espace numérique sont systématiquement poussés, que nous avons activement aussi travaillé et contribué à l'élaboration du pacte numérique mondial qui a eu lieu, qui a été adopté dans le cadre du sommet de l'avenir, et que nous travaillons pour cela en étroite collaboration avec l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies qui s'appelle Amandine Gill sur les questions du numérique. Il a dans son équipe une franco-syrienne spécialiste des questions d'intelligence artificielle qui est extrêmement dynamique, et donc nous essayons au maximum de contribuer à cette réflexion collective. Merci. Monsieur Devin. Oui, pour revenir sur le suivi, je ne sais plus si la question est d'actualité, mais jamais les enceintes multilatérales n'ont été autant managérialisées. C'est de la politique qu'il faudrait réintroduire dans le suivi. C'est-à-dire des évaluations avec les usagers, avec les intéressés, avec les sociétés. C'est ça qu'il faut faire, parce que les managers et les experts avec des batteries d'indicateurs, ça, les Nations Unies savent faire, et depuis l'offensive néolibérale des années 80 de Reagan et Thatcher, ça envahit absolument toute l'action collective internationale. Donc la question des suivis, c'est une question, oui, très importante, mais qui devrait être un peu plus politisée et un peu moins entre les mains des managers. Quant à la question si le multilatéralisme peut survivre, je pense que j'ai un peu répondu. Centralité onusienne, gouvernance systémique, gouvernance intégrative, gouvernance légitime. Merci. Et puis Monsieur Ecker. Merci. Alors, la revue Politique étrangère a aussi consacré un numéro en 2025 à l'outre-mer, justement, aux outre-mer. Et l'angle qui était choisi, c'était les outre-mer comme lieu de compétition de puissance, justement, plus que lieu de développement d'un multilatéralisme, même s'il y a des enceintes multilatérales régionales aussi. Un point qu'on n'a pas dit d'ailleurs, c'est qu'il y a aujourd'hui une 50aine d'organisations régionales dans le monde, dont la moitié à peu près créées après la guerre froide. Donc pour moi, on n'est pas sur une fin du multilatéralisme, on est plutôt, encore une fois, sur une archipélisation de ce multilatéralisme. Et au niveau français, on a vu d'ailleurs que ces outre-mer étaient un lieu de contestation de puissance, notamment au moment de la crise calédonienne, où des puissances étrangères se sont ingérées dans nos affaires nationales.
Donc la question de la souveraineté pour moi est essentielle, et un des points clés, c'est comment la France peut défendre la souveraineté de ses outre-mer, et pour les autres États de l'Union européenne concernés, la même question peut se poser. La France a quand même été motrice dans l'adoption d'abord au niveau national d'une stratégie indo-pacifique, et ensuite à Bruxelles pour que l'Union européenne adopte aussi une stratégie du même type. Voilà. Merci. Je voulais encore saluer la pertinence de la question de Michel Barnier qui a permis d'avoir une question sur les Outre-mer et de pouvoir traiter ce sujet. Je donne la parole à Bertrand Bouix pour Horizon et Indépendant. Et puis ensuite Jean-Paul Lecoq. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs. La composition actuelle du Conseil de sécurité des Nations Unies, reflet de l'équilibre de 45, ne traduit pas ou plus les rapports de force ni les enjeux géopolitiques du monde contemporain, et vous l'avez fort bien rappelé. La multipolarité du XXIe siècle doit gagner en représentativité permanente. De grandes nations comme l'Inde, le Brésil, l'Allemagne, le Japon ou encore l'Afrique du Sud revendiquent à juste titre une place permanente autour de la table au nom d'une meilleure représentativité. Dans un contexte international où les crises se multiplient, conflits régionaux, changements climatiques, menaces hybrides, instabilité économique, cette représentativité n'est plus un simple enjeu institutionnel, elle est devenue une condition essentielle pour que le Conseil de sécurité conserve son autorité morale et sa capacité à agir efficacement au service de la paix mondiale. Cela passe notamment par la réflexion sur l'usage du droit de veto. La France, qui défend depuis 2013 un encadrement volontaire de ce droit, considère qu'il s'agit d'un levier important pour accroître la crédibilité et la cohérence de l'action du Conseil, notamment face aux atrocités de masse et aux violations graves du droit international. Dans cette perspective, quelles initiatives concrètes la France pourrait-elle envisager de soutenir pour faire avancer une réforme du Conseil de sécurité fondée sur les défis pressants du multilatéralisme contemporain et sur une représentativité légitime? Merci pour vos réponses. Merci beaucoup sur les propositions de la France sur la réforme du Conseil de sécurité. Je crois que vous en avez émises certaines. Est-ce que vous souhaitez revenir là-dessus ou quelqu'un veut intervenir? Moi, je reviendrai peut-être les initiatives, effectivement, comme je l'ai rappelé. Donc, on essaye depuis des années avec notre initiative sur l'encadrement du droit de veto, d'une part, mais également avec toutes les interventions qu'on a toujours fait au sein de l'IGN, qui est ce groupe intergouvernemental, de poser des idées sur la table pour avoir un texte, pour commencer une négociation. C'est vraiment un domaine sur lequel nous n'avons pas été passifs, loin de là, et nous avons en permanence tendu la perche à tous les groupes régionaux pour essayer de réfléchir et de faire avancer les choses. Comme je disais, la difficulté, c'est que chacun campe un peu sur ses positions avec des groupes régionaux qui se sentent liés par les consensus acquis, parfois de haute lutte, entre eux. Et que par conséquent, le débat est un petit peu paralysé. Alors je parlais du consensus des Elvinis pour les Africains, mais on a un certain nombre de groupes qui essayent de faire avancer. Certains sont complètement opposés à l'idée, par exemple, qu'il y ait des nouveaux membres permanents, parce qu'ils ont peur eux-mêmes, je pense à l'Italie, au Mexique, à un certain nombre de puissances dites intermédiaires, d'être recalés au rang de puissance moyenne si c'est le Brésil qui devient membre permanent et qu'aucun autre pays d'Amérique latine, par exemple, le devient. Donc, en fait, on a des enjeux de puissance au sein des groupes régionaux qui paralysent largement. Et donc, la volonté de la France est déjà d'essayer de trouver un texte qui attirerait suffisamment de consensus venant, trans-régionaux. Et c'est ça tout l'enjeu. Voilà. Et la Chine ne se cache à peine de vouloir soutenir les pays africains dans leurs revendications maximalistes, qui l'assurent, parce que c'est quand même le membre permanent le plus opposé à toute réforme. Elle ne voudrait surtout pas voir arriver le Japon et encore moins l'Inde au Conseil de sécurité comme membre permanent. Et donc, elle s'empresse, en paralysant d'autres groupes, de contribuer très négativement en réalité et contre l'idée d'un texte également, contre l'idée de toute réforme. Mais là-dessus, nous sommes plutôt le membre permanent le plus actif sur le sujet, je le confirme. Merci beaucoup. La parole à présent pour la gauche démocrate et républicaine à Jean-Paul Lecoq, dont j'ai rappelé au début, je vais le refaire là, qu'il est l'auteur avec notre collègue Wiechowski d'un rapport sur l'ONU, un rapport qui fait 12 grandes propositions et 2 propositions plus personnelles de Jean-Paul Lecoq. Pour la suite, on va vous écouter. Je renvoie donc à ce rapport qui est accessible, bien sûr, sur le site de l'Assemblée nationale. Merci, Monsieur le Président. Merci pour le teasing. Merci,
merci pour le respect de nos 3 orateurs, Monsieur le Président. Vous avez eu la décence de masquer la carte qui était derrière vous. Ça les aurait choqués puisque c'était une carte qui n'est pas conforme au droit international et à l'ONU. Donc, il valait mieux pas la montrer. C'est la carte présidentielle puisque c'est la carte qui donne le Sahara occidental au Maroc. Mais donc, je referme la parenthèse. Monsieur Lecoq a seul la parole. Mais non, mais c'était bien par rapport à des gens importants et une directrice des Nations Unies qui, c'est bien qu'elle ne voit pas cette carte. Sur le reste des sujets, moi je pense que, et je reviens pas sur tout ce qui a été mis dans le rapport, parce que c'est pas, je subis comme mes autres collègues la censure du temps, donc je peux pas développer, contrairement à vous. Mais je pense que la question de l'ouverture aux sociétés pose, à mon avis, d'abord la question de l'ouverture, par exemple, à l'Assemblée nationale. Est-ce qu'il est débattu à l'Assemblée nationale des positions de la France à l'ONU? Non. Et donc, avant d'ouvrir aux sociétés, je pense que si on ouvrait déjà aux parlementaires dans les différents pays du monde pour que les uns et les autres puissent s'exprimer sur ce que portent les représentants des peuples à l'ONU, ça aurait du sens. Notre pays, là-dessus, n'est pas exemplaire. Et donc, ça pose la question constitutionnelle, d'ailleurs, sur ce travail-là. Et ça me laisse aussi dire, parce que c'était fort dans le rapport, au début, on a fait ce rapport en disant l'ONU ne fonctionne pas, un peu comme on l'a le débat ce matin. Et en fait, on ne voyait que l'aspect très politique. Et l'ONU, c'est pas que ça. C'est tout le reste des agences, des instituts. Et tout ça, ça fonctionne quand même plutôt drôlement bien, quoi. Alors c'est vrai que les escalators ne fonctionnent pas, ni à Genève, ni à New York. Puisque les premières économies qui ont été faites par les réductions budgétaires, c'était justement d'arrêter les escalators. C'est pas pour Monsieur Trump que ça a été fait, mais moi à Genève, j'avais pas d'escalator non plus. Et on m'a expliqué ça. Mais le principe de l'ONU, c'est une voix par pays. Sauf que la voix n'a pas la même valeur financière en fonction des pays. Et qu'on a, à côté de cette grande avancée démocratique qui permet au monde de s'exprimer, on a la puissance financière, la puissance de l'argent qui réduit cet espace-là. Et donc, dans une réforme potentielle, il y aura ce débat-là aussi qui devra avoir lieu. Puis je termine, puisque j'ai 2 minutes 30. C'est ce qui s'est passé à Shanghai. Moi, je l'ai lu comme étant peut-être une chance pour l'ONU. Alors comme quoi, vous voyez, on n'a pas forcément les mêmes lectures des événements dans le monde. Hein. Parce que quand j'ai fait avec Laurence Wisniewski ce rapport, nombreux sont ceux qui nous ont dit c'est la chute de l'URSS qui a fait qu'il y a eu un déséquilibre et qui a fait que ce déséquilibre conduisait à des puissances qui se retrouvaient toutes seules, etc. Et que ça mettait en difficulté le multilatéralisme. Mais je me dis, quand j'ai vu ça, une nouvelle organisation, etc., je me dis que peut-être à l'ONU, ces dynamiques-là peuvent recréer un équilibre. Ça ne veut pas dire que c'est positif hein, quand je dis ça. C'est la notion d'équilibre, puisqu'il y a des gens dedans, dans ces forces, avec qui je ne partage pas forcément les projets. Mais c'est vraiment cette dimension d'équilibre. Est-ce qu'elle peut être utile justement pour faire avancer le droit international, pour faire avancer des questions liées, puisque dans nos différents rapports qu'on présente à cette commission, il y a eu le désarmement et la bombe atomique. Il y a eu dans les tout derniers les questions spatiales, les questions numériques. Et donc, je fais le teasing du boulot qu'on a fait et que j'ai fait dans la commission. Moi, je suis là aussi pour ça. Vous avez cité plein d'auteurs. Moi, j'en cite quelques-uns aussi. Mais il y a beaucoup. Voilà. Bon, merci, Monsieur le Président, déjà d'avoir eu la bienveillance de me laisser un peu plus de temps. Je considère que vous portez également une partie du temps de Madame Wisniewski. Donc, voilà. Merci en tout cas. Ça va réduire un peu le temps de réponse de nos intervenants, avec beaucoup de sujets, en réalité, que vous ouvrez, avec beaucoup de talent, mais ça nécessite un peu de temps aussi pour pouvoir continuer à développer autour des idées de Monsieur Lecoq.
Mais vraiment... Est-ce que je me lance en 2 minutes sur 4 questions, ça va faire 30 secondes. Non, je pense que chacun en prend une ou deux. Je pense pas, il va falloir choisir, sinon... Voilà, moi, alors c'est la première sur l'ouverture aux parlementaires. Effectivement, c'est une question constitutionnelle aussi sur la diplomatie. Ce que je voulais vous dire, c'est que je voulais vous donner l'exemple d'un des succès récents quand même de la diplomatie onusienne, qui est l'accord BBNJ sur la protection de la haute mer. Et pour lequel la ratification par les parlements nationaux a joué un rôle absolument crucial. Et je peux vous dire que dans le cas des instructions que nous avons envoyées à l'ensemble de nos postes, c'était de s'adresser aux parlementaires. Et cette diplomatie parlementaire, elle existe, elle a été extrêmement active et efficace, puisqu'on a pu se réjouir de l'entrée en vigueur qui sera effective au début de l'année 2026. Mais voilà, je pense que c'est un exemple très concret. Mais les auditions, les rapports que vous faites, les visites que vous faites aussi à New York, à Genève et ailleurs, sont aussi une façon pour la diplomatie de rester profondément ancrée et en contact avec les parlementaires et avec l'opinion publique nationale que vous représentez et que vous exprimez. Donc je pense qu'elle existe, cette diplomatie parlementaire, malgré la Constitution. Monsieur Devin. Je ne sais pas... Je loue la qualité du travail qui a été fait par votre équipe, sous votre présidence et celle de Madame Wisniewski. Et le rapport est un rapport très substantiel que j'invite tout le monde à lire et à méditer. Je pense que c'est un rapport qui aurait pu aller un peu plus loin, notamment dans cette question dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire l'ouverture aux sociétés. Parce que vous ne faites pas tellement de place à cette piste de réforme, et il me semble que c'est une question qui est très importante pour les années à venir et pour le renouvellement du multilatéralisme. Mais sinon, félicitations pour le rapport. J'aurais dû commencer par cela. Monsieur Ecker, qui est très rapidement contraint de louer le rapport également. Très rapidement, il y a multilatéralisme et assemblée parlementaire. Il faut quand même rappeler que, là, on parle de l'ONU, mais il y a des enceintes multilatérales où il y a des assemblées parlementaires, l'OTAN, le Conseil de l'Europe, etc. Ensuite, une voix par pays, vous avez mentionné ça. Il faut aussi rappeler quand même que le nombre d'États membres à l'ONU a été multiplié par 4 en 80 ans, et que effectivement c'est plus compliqué de gérer une institution quand il y a près de 200 États que quand il y en a 4 fois moins. Et puis dernier point sur chute de l'URSS, déséquilibre, etc. Je crois que vous avez raison de mentionner la notion d'équilibre plutôt que celle d'efficacité ou de fonctionnement optimal, parce que la période de la guerre froide est quand même une période où le Conseil de sécurité a été bloqué sur toutes les questions importantes qui touchaient aux deux grands. Il y avait des vétos. Donc c'est le fait qu'un nouveau bloc émerge n'est pas forcément un gage d'efficience à venir. Merci. Je donne la parole à présent à nos collègues qui l'ont demandé. Je donne la parole d'abord à monsieur Pierre-Yves Cadalin, Frédéric Petit et puis Nicolas Dragon. Merci Monsieur le Président. Je tiens d'abord à vous remercier tous les trois pour votre éclairage au moment où les attaques contre le droit international et les institutions multilatérales prolifèrent. Nous considérons que la France a un rôle singulier à jouer dans leur défense. L'offensive contre l'ONU s'appuie notamment sur la défense d'un ordre, entre guillemets, fondé sur des règles, lequel laisse libre cours à tous les aléas de la puissance, notamment états-unienne. Contrairement au droit international d'une relative stabilité, ces règles sont définies au gré de ceux qui prétendent les édicter au fil du temps. Selon les États-Unis, par exemple, elles reposent surtout sur le principe de primauté de leur puissance ou la variabilité de leurs alliances stratégiques. Cette expression répandue dans les discours des pays dits occidentaux suscite de nombreuses critiques dans les États du Sud qui voient ce discours comme un moyen pour ceux qui le tiennent de s'émanciper du droit international. Refusant la distinction entre Nord et Sud, le ministre Barrot disait par exemple « La vraie ligne de fracture, c'est celle qui sépare ceux qui soutiennent l'ordre international fondé sur les règles et les autres. » L'usage de ce concept qui fragilise le droit international affaiblit le multilatéralisme et je souhaitais verser cet élément au débat ce matin avec mon très bon souvenir à mon ancien professeur Guillaume Devin. Merci. Merci, monsieur le professeur. Mais il n'y a pas de question, là, vraiment. Non, mais
il n'y a pas vraiment de question. Est-ce que vous gardez le même souvenir de votre élève? Non, mais j'en profite simplement pour dire, on n'en a pas trop parlé, mais à propos du Michel droit, Herbillon, s'il vous plaît. À propos du droit, on n'en a pas trop parlé, mais je pense que il y a et ça c'est bien antérieur à ce qu'on appelle la crise du multilatéralisme, il y a depuis une trentaine d'années ce qu'on appelle une crise de la normativité. C'est-à-dire que le droit est aujourd'hui très étiré entre du droit très mou, soft law, very, very soft, quelquefois, du droit dur et du droit très dur, le jus cogens. Et en fait, le droit, aujourd'hui, est étiré entre ces différents pôles de ce continuum, et cela pose véritablement des problèmes dans la mesure où tout un tas de conventions, je pense par exemple à tout l'ensemble du droit environnemental, est un droit dont on ne sait pas exactement si c'est du droit mou, du droit dur, des principes, des guidelines, et ça, évidemment, ça introduit aussi beaucoup d'incertitudes dans l'activité collective internationale, dans l'activité multilatérale. La parole à présent à M. Frédéric Petit. Merci, Monsieur le Président. D'abord, je voudrais faire ce qu'on pourrait appeler ici un rappel au règlement. Monsieur le professeur, les Balkans sont pour moi l'exemple de la culture de la diversité. Je conteste le terme de balkanisation. Je suis élu de cette circonscription. Je crois effectivement qu'il y a des problèmes, mais je préfère le terme d'archipélisation ou le terme d'éclatement qui sont les vrais. Et je pense que les futurs hommes et femmes d'État qui vont nous aider à sortir, y compris le multilatéralisme de ces imbroglios dans lequel il est, sont aujourd'hui en dessous des radars dans ces régions. J'ai plutôt une question pour vous, madame. Est-ce que dans la réforme sur le droit de veto, je crois qu'on a tort en Union européenne de parler de veto. En fait, le veto dont on parle au Conseil européen étant la majorité relative, la majorité qualifiée dont on parle en droit européen est plutôt un veto élargi. Est-ce que cette solution du veto élargi fait partie des pistes qu'on réfléchit pour assouplir un peu les règles du Conseil de sécurité, où en fait le veto est très, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est dur, hein, c'est oui ou non, alors que nous avons en Union européenne quelque chose qu'on devrait plutôt appeler veto élargi que majorité qualifiée. Et est-ce que ce genre de piste qui intègre aussi un peu la représentation des sociétés est réfléchi à votre niveau? Merci. Merci, chers collègues. Si vous voulez prendre la parole, Madame Broadhurst. En fait, pour faire passer une résolution, même sans veto, une résolution simple en tous les cas doit passer avec au moins 9 voix. Donc on est déjà quand même sur un type de majorité élargie. Donc, comme vous le savez, donc il y a 15 membres, mais il faut au moins 9 voix positives. Ça ne peut pas être juste des abstentions. Donc on a déjà quand même, et dans la grande majorité des cas, c'est selon ces règles-là que le Conseil fonctionne. Quand on parle de paralysie, c'est vrai, on est paralysé clairement sur les sujets sur lesquels les membres permanents, notamment États-Unis d'un côté, Russie et Chine de l'autre côté, se sentent directement engagés dans leurs intérêts vitaux. Et évidemment, c'est le cas pour le conflit en Ukraine ou pour Gaza, pour les États-Unis. En réalité, ce qu'on ne voit pas, ce que le grand public ne voit pas, ce que l'opinion publique ne voit pas, c'est que le Conseil de sécurité passe quand même chaque semaine, chaque mois, de très nombreuses résolutions sans veto qui passent sans difficulté avec ces 9 voix, à l'issue de négociations qui, elles, sont difficiles. Hein. Mais sur le Soudan du Sud, sur la Somalie, sur Chypre, voilà. On est sur un grand nombre de pays qui sont à l'agenda du Conseil de sécurité. On arrive à fonctionner. Là, le sentiment de paralysie et la perception réelle, c'est sur les deux grandes crises du moment sur lesquelles les puissances ont des intérêts vitaux tels qu'elles veulent absolument rien faire passer qui puisse peu ou prou les mettre en difficulté. En réalité, sur tous les autres, le veto n'est pas utilisé et la presse n'en parle pas et le Conseil de sécurité fonctionne sur un grand nombre de conflits. Qu'il ne soit pas suffisamment représentatif est une autre question. Mais du coup, cette majorité élargie, elle existe de fait. On ne peut pas quand même passer en majorité simple, quoi que ce soit. Merci beaucoup. Qu'est-ce qui souhaite prendre la parole une dernière fois? Une fois, 2 fois, 3 fois? Peut-être donc en guise de conclusion, si chacun d'entre vous voulait formuler une conclusion. Et peut-être le volet des constats a été quand même très très bien couvert. Peut-être
certain nombre de propositions ou de pistes, en tout cas, qui pourraient essayer de voir comment être capable de défendre ce système multilatéral, tel que ça a été exprimé par vos soins, dans un monde dans lequel on voit bien qu'un nombre très important, peut-être même majoritaire des acteurs, en tout cas en puissance, souhaitent l'inverse, ou en tout cas souhaitent jouer sur les deux tableaux de façon unilatérale lorsque ça les arrange, et peut-être plus multilatérale quand ça les arrange également. Moi, il me semble que justement tous les acteurs étatiques ne jouent pas de la même façon le multilatéralisme. Pour les grandes puissances, le multilatéralisme, elles le pratiquent à la carte. Parce qu'au fond, le multilatéralisme, c'est un élément parmi d'autres dans leur politique étrangère. Elles ont d'autres atouts, les grandes puissances. Par contre, les puissances moyennes, elles, le multilatéralisme est la carte majeure de leur politique étrangère parce qu'elles ont une influence, ces puissances moyennes, mais elles ne peuvent pas agir seules. Et je ne parle même pas des puissances pauvres qui, elles, ont besoin du multilatéralisme pour exister. Donc je crois que le multilatéralisme, son avenir, dépend très largement des puissances moyennes et en particulier des puissances moyennes démocratiques. Ça, on n'en a pas du tout, enfin on en a peu parlé. Je l'ai indiqué dans mon propos liminaire, la question de l'hétérogénéité du système international me paraît absolument cruciale pour expliquer le blocage de la coopération internationale aujourd'hui. Nous sommes en pleine phase régressive de la coopération à la coexistence, alors que dans les années 90, nous sommes passés de la coexistence à la coopération. Et donc, je crois que les puissances moyennes démocratiques ont un rôle absolument fondamental à jouer pour maintenir la dynamique multilatérale et la rénover, en particulier à travers les pistes que nous avons évoquées ce matin. Merci. Merci. Monsieur Ecker. Non, moi, juste un mot. Je pense que nous ne pourrons renforcer le système multilatéral que si nous nous renforçons nous-mêmes. Et actuellement, le constat de faiblesse et de crise est tel qu'on voit mal comment on peut encore peser pour sauver un système qui est menacé de toutes parts. Et donc, encore une fois, je termine sur ce point parce qu'il me semble essentiel et que on ne s'adresse pas non plus tous les jours à la représentation nationale. Vraiment, je crois, nous comptons sur vous pour ce redressement et pour renforcer le pays. Merci. Merci. Madame. Monsieur le Président, je pense qu'il y a beaucoup d'idées qui ont été évoquées ce matin, extrêmement dans cette discussion, cet échange que je trouvais vraiment très fructueux, très intéressant. Je pense que ce qui ressort pour moi, c'est aussi que dans ce moment de crise, évidemment, plus que jamais, nous avons aussi l'opportunité à titre national, activement, de continuer, bien sûr, à défendre ce système, mais aussi à réfléchir et à mettre des propositions sur la table pour contribuer à sa réforme, à le rendre, à répondre aux critiques, à toutes ces critiques d'absence de représentativité, que ce soit au Conseil de sécurité, que ce soit pour la société civile ou autre. Et je pense que c'est une opportunité de tendre aussi la main vers ces puissances moyennes ou vers l'ensemble des partenaires du Sud pour, faire face à cette critique fondamentale d'un double standard. C'est ça qui effrite la légitimité du système plus que tout. Et je pense qu'à travers toutes les initiatives qu'on essaye de prendre, c'est aussi avec un travail qui mise sur les groupes transrégionaux et sur des réflexions nord-sud. Je pense que c'est le meilleur travail que l'on puisse faire pour renforcer la légitimité. C'est de se rappeler que ce n'était pas le nord contre le sud, ce n'est pas un club privé au milieu d'une marque de pays en développement. Et nous devons absolument continuer à faire ce travail de longue haleine. Merci. Monsieur Lecoq. Dans une toute petite intervention. Dans tout ce qu'on a discuté, on n'a pas trop parlé de des gens qui travaillent dans notre représentation à l'ONU. Et moi, je voudrais en dire un mot parce qu'ils sont reconnus, eux, les diplomates français, internationalement, par leurs compétences et leur qualité de travail. Donc, à un moment donné, certes, ça manque de politique, d'orientation politique, de ligne politique, mais alors, la compétence est totalement reconnue par rapport à ceux qui travaillent là-bas par les autres pays. Merci. Voilà, ce sera le mot de la fin. Je vous remercie tous, chers collègues. Merci beaucoup à nos trois intervenants.